recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Surtout la table nos invités consultants habituels. Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Traoré Daouda, directeur de journaliste professionnel, directeur de publication du journal Le Matinal. Et à côté, il y a Dr Amadou Bouti Diallo, ancien chercheur à la retraite. Dr Tradam, bonjour. Bonjour. Docteur, bonjour à vous également. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous, en absence. Cependant, vous l'avez certainement noté, il s'agit du docteur Amadou Hassan Bakar, que nous n'avons pas pu recevoir aujourd'hui. Il est appelé à d'autres fonctions qui peuvent ou qui pourront éventuellement ne plus lui permettre d'être sur le plateau de Presse Plus. En attendant de voir clair afin de procéder, n'est-ce pas, à un éventuel remplacement de Amadou Boubacar Hassan, nous lui souhaitons bon vent et nous essaierons de continuer Presse Plus dans la même dynamique. La preuve, aujourd'hui, nous vous proposons 2 sujets à la une. Et nous découvrons tout cela avec notre camarade de la rédaction de la télévision Beauferrey, Boubacar Amadou. Pour ce dimanche 22 janvier 2023, Presse Plus, votre émission préférée, vous propose 2 gros titres au menu. Le premier est relatif, encore une fois direz-vous, à la lutte contre la corruption et l'impunité et il est intitulé « Lutte contre la corruption qui pour aider Bazoum ». Et le second titre, non moins important, et tout aussi actuel et lui relatif à la cherté de la vie, il est intitulé « Vie chère quand la téléphonie s'en mêle ». Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Lutte contre la corruption qui pour aider Bazoum, c'est le premier sous-thème de Presse Plus. Aujourd'hui, nous allons revenir avec Boubacar Amadou pour le résumé de ce premier sujet. Lutte contre la corruption qui pour aider Bazoum. La volonté du président Bazoum Mohamed de lutter contre la corruption et l'impunité est, semble-t-il, réelle selon beaucoup d'observateurs. Cependant, force est de constater qu'il parle plus qu'il n'agisse. La faute, dit-on, à des camarades politiques et un environnement très réticent. Pour s'en sortir, il compte apparemment sur la Halcia, mais aussi sur la justice, notamment les magistrats. Mais même là, rien n'est gagné d'avance. La preuve, la dernière déclaration du Saman après certains propos du président de la République. Alors, qui pour aider le président Bazoum? Voilà la question que l'on est en droit de se poser. À suivre tout de suite le débat. Sur ce sujet qu'on a abordé déjà les semaines précédentes, par 2 fois d'ailleurs, si je ne m'abuse, eh bien, on peut noter quelques évolutions qui expliquent le retour de ce sujet dans Presse Plus. D'abord, nos confrères de la presse écrite cette semaine ont à nouveau, ou de nouveau, si vous préférez, fait de ce sujet leur chou gras. En tout cas, la plupart de nos confrères ont titré sur la corruption et le détournement du nom public. Mais ce qu'on peut noter, même si on a suivi un excellent la semaine passée, vous en rappelez certainement, le président de la République lui-même, Bazoum Mohamed, est revenu un peu sur la lutte contre la corruption et le détournement du deniers public à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an, au moment où il a accueilli les présidents des institutions. Et puis, il y a cette déclaration du Saman, diffusée ou rendue publique cette semaine, qui a plus ou moins essayé de réagir aux propos du président de la République, mais répondre aussi au contexte général de la lutte contre la corruption où les magistrats, à tort ou à raison, sont indexés pour leur rôle plus ou moins incompris, n'est-ce pas, par beaucoup de Nigériens par rapport à la perpétuation donc du détournement du deniers public et surtout de l'impunité qui sévit dans ce domaine. Le Canard en furie, notre confrère Le Canard en furie hebdomadaire a titré cette semaine le réveil enfin de Mohamed Bazoum ou un autre acte de comédie. Le réveil enfin de Mohamed Bazoum ou un autre acte de comédie, s'interroge le journal.
Le Hérisson, quant à lui, il pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et ce n'est pas une interrogation, c'est une déclaration du journal à la une. Il titre « Des gros bonnets bientôt devant la justice ». Le Hérisson pense qu'il y aura des gros bonnets bientôt devant la justice. Et c'est la une du journal. Et puis l'éclosion qui titre, le journal L'éclosion. Mohamed Bazoum veut convaincre par la parole et manque le courage de poser les actes appropriés. Bazoum Mohamed veut convaincre par la parole et manque le courage de poser les actes appropriés, titre le journal. Et enfin, le Monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui qui titre « La volonté est là, mais Bazoum peut-il scier les branches pourries ?» La volonté est là, mais le président Bazoum peut-il scier les branches pourries? Là également, c'est une interrogation que l'on peut lire à la une du journal Le Monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le président de la République a dit à ce propos en guise de rappel? Je propose de suivre donc le président Mohamed Bazoum à l'occasion de la présentation de vœux des présidents des institutions pour le nouvel an. Il est revenu sur la lutte contre la corruption, l'impunité et les détournements des deniers publics en essayant de mettre en exergue ici le rôle de la Halcia et celui des magistrats. La Halcia vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête qu'elle a transmis au procureur de la République. J'ai ordonné à ce dernier de leur faire suite avec diligence. Ceux qui sont sourds à mes appels, qui consistent à demander de proscrire certaines pratiques dans notre administration, en seront pour leurs frais. Je profite de cette occasion pour dire mon appréciation du travail entrepris par la Halcia et l'encourager à continuer dans cette voie. Je voudrais à cet égard réitérer mon appel aux magistrats pour qu'ils fassent leur travail convenablement car leur rôle est déterminant dans ce combat contre l'impunité. Ils doivent surtout se garder de protéger ceux de leurs lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction de juge. C'est le président, c'est le premier président de la Cour de cassation. Dans la même dynamique, le Saman a donc réagi. C'est certainement à la suite de ces propos et s'est senti interpellé. Les magistrats ont essayé de dire, comment dire, est-ce qu'on peut dire leur part de vérité? Non, mais peut-être leur façon, leur interprétation de la question du rôle des juges dans la perpétuation du détournement des deniers publics ou la corruption. Le SAMAN, le syndicat autonome des magistrats du Niger, que je propose de suivre. Cette déclaration du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, fait suite aux multiples allégations tendant à dépeindre l'institution judiciaire de notre pays comme étant globalement noyée par la corruption. Des allégations contre lesquelles le SAMAN s'insurge vigoureusement, rappelant à qui veut bien l'entendre qu'à son niveau déjà, cette lutte contre la corruption figure au cœur de ses priorités. Le Ben Saman tient tout d'abord à rappeler qu'il n'a jamais couvert et n'entend couvrir quelque forfaiture d'où qu'elle vienne. C'est pourquoi la lutte contre la corruption en milieu judiciaire ainsi que tous les maux qui mènent la justice nigérienne en général figurent parmi ses priorités de lutte, car convaincu que la justice reste et demeure le pilier central de la construction nationale et de tout développement. À titre illustratif, c'était en toute indépendance de pensée et d'action que le SAMAN a fait le choix du thème central du 10e congrès statutaire tenu du 28 au 29 août 2021 sur la corruption en milieu judiciaire, preuve à suffisance de son engagement à lutter contre la corruption, y compris en son sein. Par conséquent, le Ben Saman n'entend pas cautionner les allégations tendant à jeter l'eau propre sur la justice nigérienne et exige des mesures appropriées pour réussir efficacement la lutte contre cette corruption. L'adoption sans délai de la nouvelle loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dans le sens d'extirper de sa composition
les représentants du pouvoir exécutif et législatif. L'adoption d'un plan de carrière des magistrats définissant des critères objectifs et transparents de nomination, d'affectation et de promotion des magistrats. La réforme du statut des magistrats du parquet pour qu'ils soient plus indépendants vis-à-vis de l'exécutif de l'exercice de leurs fonctions. La transmission sans délai aux juridictions compétentes des différents rapports de la Cour des comptes, de la HALCIA, des inspections d'État et des finances faisant cas de diverses malversations financières et de détournement de deniers publics. La levée de tous les obstacles juridiques et judiciaires liés à la poursuite contre les parlementaires et membres du gouvernement. Le Ben Saman s'est dit déterminé à mener ce combat contre la corruption sans faiblesse ou à soutenir toute action tendant à combattre la corruption en milieu judiciaire. En tout état de cause, le Ben Saman s'est dit plus que jamais acquis à la cause d'une justice de qualité, crédible et humaine, rendue selon les dispositions de droit. C'est ça, ce qu'on peut dire. Je pense que tout a été résumé. En réalité, parce que la thématique de la corruption et de la pauvreté, quand on regarde un peu, en réalité, c'est des phénomènes qui ont connu une certaine amplification à partir de 2012, avec l'avènement des Renaissance, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit réduit, parce qu'ils avaient passé pratiquement l'opposition à dénoncer ces pratiques-là. Mais à l'époque, et du moins sur le pouvoir à l'époque, quand ils étaient dans l'opposition. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont installés dedans et ça a pris de l'ampleur, n'est-ce pas? Maintenant, à la faveur de ce qu'on a pu entendre depuis un certain temps, quand on voit un peu Bazoum, quand il sort, il parle, comme les gens disent, il dénonce, il demande à ce que la lutte soit renforcée. Lui-même, il a pris l'engagement de le faire, mais effectivement, les gens n'ont pas l'impression qu'il a cette volonté réelle dont il parle. Parce que la volonté suppose quoi? La volonté suppose cesser le discours et poser des actes. Mais jusqu'ici, bon, on ne dit pas que rien n'est fait, mais c'est timide. C'est timide parce que quand on voit un peu le cosmos politique nigérien, un peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des positions institutionnelles qui ne méritent pas d'être. Parce qu'ils traînent des casseroles. À la faveur, comment dirais-je, du nomadisme politique, les gens, et c'est ça qui est amplifié, il ne faut pas se voiler la face. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui. Quand bien même il parle, c'est compliqué. Et ce que les juges ont demandé de faire là, moi je pense que c'est la voie appropriée pour pouvoir efficacement lutter contre la corruption et les deniers publics. Parce que les grands malfaiteurs sont tapis dans les partis politiques, dans les sérails du pouvoir. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas ceux qui sont dans la rue, les citoyens. C'est là-bas que ça se passe. On voit comment les gens, parce que c'est devenu pratiquement, la beauté est devenue le chemin par lequel on peut facilement s'enrichir. Et quand on s'enrichit, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont là, qui font qu'on ne peut pas t'atteindre, n'est-ce pas? Et un peu, le Saman a un peu fait, a recensé ces mécanismes-là, les obstacles. Parce que c'est des véritables obstacles où quelqu'un, il détourne, tout le monde sait qu'il a détourné, peut-être qu'il a même goûté pendant un certain temps à la prison. Et du jour au lendemain, il sort, parce que les politiques, on fait appel à lui, mais il va continuer. Les gens vont juste oublier, mais les gens n'oublient pas, mais il devient intouchable. Et tant que les mesures édictées par le Saman, ces mesures-là ne sont pas prises, moi je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas se mettre à taper en bas pendant que ceux qui encouragent, ceux qui nourrissent la corruption dans les systèmes, c'est eux qui font que, bon, la pratique ne va jamais cesser. Il faut d'abord commencer par la tête. À ce moment, ceux qui sont en bas vont avoir peur. Mais quand on refuse de toucher ceux qui sont en haut, et qu'on veut simplement s'intéresser au cas de ceux-là qui sont, comment dire, les porteurs d'eau, et on s'intéresse justement à leur cas, moi je me dis, la corruption et l'impunité ont des beaux jours devant elles dans ce pays-là. Trada. Oui, on a l'habitude de dire que ce n'est pas le juge qui conduit le dossier, mais c'est le dossier qui conduit le juge. Donc un juge, quelle qu'en soit sa volonté, s'il n'a pas de dossier, il ne peut absolument rien faire. Et comme ils l'ont dit dans leur déclaration tout à l'heure, il y a des étapes qu'il faille forcément franchir si on veut donner un sens à la corruption, à la lutte contre la corruption. Si on veut réellement lutter contre la corruption, comme le président Bazoum Sechina veut dire. Parce que si vous avez observé, on a l'impression que le problème le tient tellement à cœur qu'à la limite, il devient défaitiste lui-même. Parce que pour interpeller
lors des vœux, le premier président de la Cour de cassation, qui est censé être le magistrat qui connaît toute la loi, s'il est interpellé, ça veut dire que le président, il a des problèmes lui-même. Or, son problème, c'est lui-même son problème. Parce que c'est quoi? Comme on a l'habitude de dire, les magistrats là, ils ne font pas les lois. Ils ne appliquent que les lois. Ceux qui font les lois, c'est bien eux, l'exécutif et le législatif, ce sont eux qui font les lois. Or, ils ont fait les lois de telle sorte qu'il y a certains qui sont directement hors de champ de la loi dès qu'ils sont d'un côté ou de l'autre, que ce soit au gouvernement ou au niveau du Parlement. Donc, du coup, toute cette question qui tourne, au lieu d'accuser le juge de dire qu'il y a une corruption au niveau de la magistrature, mais le problème, c'est au niveau des saisons politiques. Les Nigériens, d'une manière générale, ce n'est pas la petite corruption entre griffes qui n'est pas bonne, si elle existe au sein de la magistrature, mais c'est la grosse corruption qu'on observe, que tout le monde voit de visu au niveau des parlementaires, au niveau des hommes politiques d'une manière générale. C'est ça le véritable problème. Où on vient de façon complètement, comment dire, oui, flagrante, soustraire des justiciables du champ de la justice parce qu'ils sont parlementaires ou parce qu'ils sont membres du gouvernement. Voilà, exactement. Donc, tant qu'il n'y a pas cette levée ou c'est une astuce pour permettre aux magistrats... Par exemple, en dehors du cas du flagrant délit, pour interpeller un parlementaire, il faut que le Parlement lève son immunité parlementaire. Attendez, un membre du gouvernement, il faut que le président de la République autorise. Mais moi, je ne suis pas magistrat ni un figure de droit, mais même le flagrant délit ici, on peut bien le revoir. Parce que le flagrant délit, c'est surtout en matière pénale, le plus souvent. Mais en matière économique, c'est le flagrant délit. Parce que si la Cour des comptes observe que vous avez malversé dans ce domaine et que vous avez vous-même reconnu ça et ça, mais on peut le qualifier de flagrant délit parce que c'est là, vous avez reconnu. On n'a pas besoin d'aller devant un juge. Vous-même, vous avez reconnu que c'est comme ça. Donc, c'est un flagrant délit. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Et souvent, l'infraction ne s'est même pas arrêtée. Souvent, l'infraction continue. Elle continue. Oui, absolument. Elle continue. C'est pourquoi chaque fois, je me vertue à rappeler, ici, quand on parle de cette histoire de corruption, que le président aurait été élégant et perspicace lors de la remise du rapport de la Cour des comptes, là, où il y a certains de ces ministres qui sont cités dedans. Il leur a dit, bon, écoutez, puisque vous êtes cité n'est pas accusé, n'est pas condamné, donc allez-y, vous défendre. Si vous êtes clean, vous pouvez revenir, mais si vous n'êtes pas clean, vous allez répondre. Ça aurait été plus élégant et les gens auraient beaucoup plus... Non seulement plus élégant, mais plus engageant. Ce signal aurait suffi à convaincre mais quand vous entendez chaque jour s'accrocher à la corruption au niveau de la justice, il semble qu'il y a beaucoup de magistrats, en tout cas une bonne brochette de magistrats dont les faits sont avérés et que les autres n'arrivent pas, leur corporation n'arrive pas. Mais je dirais, qui a bu boira. C'est une lutte de corporation. Le gouvernement lutte pour protéger ces indélicats, l'Assemblée lutte pour protéger ces indélicats. Mais pourquoi voulez-vous que les magistrats ne protègent pas aussi leurs indélicats? C'est la même chose. Absolument. Tant que le gouvernement, le président de la République ne donne pas le signal fort, personne ne va le suivre dans sa logique. Ça, c'est clair. Alors, docteur, on a entendu le Saman, hein, ils ont soulevé quelques questions, au nombre de 5 à peu près. Moi, j'ai résumé 5, les points qu'ils ont soulevés. Effectivement, ça fait partie des obstacles peut-être à une lutte réelle contre le détournement des deniers publics et la corruption, que ce soit en milieu judiciaire ou ailleurs. Et revoir la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, comme ils l'ont dit, en extirpant les membres politiques qui sont dedans, définir un plan de carrière des magistrats qui va prendre en compte tout ça, et puis réformer le parquet en soustrayant les procureurs sous l'autorité directe du gouvernement aussi, et puis la transmission aux juridictions de tous les dossiers. Et apparemment, et on apprend que le rapport de la Cour des comptes, même certains rapports de la HADISA, etc., ne sont pas, contrairement à ce qu'on a dit, et les rapports des inspections d'État ne sont pas transmis à la justice. Et puis le 5e point, c'est la levée, et dont vous parlez, c'est la levée de tous les obstacles judiciaires et juridiques qui empêchent aux magistrats d'avoir accès en termes de pouvoir, aux parlementaires et aux membres du gouvernement.
Mais moi, je me dis, on revient un peu au titre, vous dites que qui lutte contre la corruption et les détournements des biens publics, qui pour aider les besoins. Mais voilà que la justice veut l'aider. C'est simple. C'est la justice même qui veut l'aider. La justice dit, nous, on n'a pas de travail, on veut du travail. Et pour que ce travail-là puisse s'accomplir, voilà les conditions. Voilà. Moi, je me dis que Bazoum est en train de ressasser des slogans, il ne faut pas se passer d'illusions. C'est dès la composition du gouvernement qu'il ne devrait pas accepter certaines situations. Il était tout heureux d'être sous le mentorat de Issoufou. Il ne s'attendait pas peut-être à devenir président, il a tout accepté. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, on l'a mis dans un piège. Dans un piège parce qu'il est appelé ici, de par la fonction qu'il occupe, à protéger des gens qui ont des dossiers au niveau de la justice, des gens qui ont été cités dans des affaires, qui se sont transformés en députés par le biais de machin, des élections truquées, ainsi de suite. Donc on lui demande de protéger tout ça là. En réalité, il est venu au pouvoir pour ça. Je pense que même si l'intérêt national doit primer, l'intérêt national n'a pas présidé au choix de Issoufou quand il a opté pour Bazoum. Il l'a mis parce qu'il se dit que c'est quelqu'un qu'il peut manipuler comme il veut pour qu'il protège ses arrières. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller loin. Dès ce moment-là, la chose est possible. La preuve lui-même, il dit que ses camarades même ne croient pas à ce qu'il dit. C'est-à-dire la lutte contre la corruption, là, les gens ils ne le croient pas. Et il faut désormais que les gens me prennent. Ils vont te prendre au sérieux sur quelle base? Voilà les magistrats qui disent que c'est simple. Il y a des dossiers, transmets-les-nous. Transmets-les aux juridictions, pas nous, aux juridictions. Voilà, non, aux juridictions compétentes. Donc, pourquoi perdre du temps? Pourquoi attendre qu'on donne des injonctions au procureur de la République pour lui dire non, on t'a remis des dossiers? Moi, je suis sûr que si l'un de nos dossiers arrive chez le procureur là, il n'attendra pas qu'on lui donne des... Tout de suite, il va nous envoyer au NUF. Il ne faut pas se verser d'illusions. Donc, ça veut dire que le procureur lui-même est freiné dans son action, simplement parce qu'il se dit que les dossiers qu'on m'a transmis là, si je dois les traiter, est-ce que je veux continuer à conserver mon poste? Je pense que tout est là. Et le Saman a dit que pour que justement il y ait objectivité, il faut qu'on soustraie le procureur de la République de la tutelle, en tout cas de l'exécutif. Moi, je me dis que, sincèrement, la lutte contre la corruption, il y a de beaux jours encore devant elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucun des acteurs n'est sincère. En dehors des magistrats là qui attendent que... Vraiment, les acteurs politiques là, aucun n'est sincère. Il ne faut pas que les gens... Comment pouvez-vous comprendre que, pendant même que le président de la République, issu d'un parti, qui l'a mené au pouvoir, lutte contre la corruption, que les plus corrompus qui ont été cités dans pas mal d'affaires se retrouvent au comité exécutif, au sein d'Indestar. Des gens qui ont été cités dans l'affaire MDN se retrouvent membres du Sénat. Des gens qui ont été cités dans des affaires de corruption, moi je me dis quand même, il ne faut pas prendre les dieux. Nous ne sommes pas des boucos. Je pense que nous avons suffisamment de cerveau fou pour réfléchir. Je me dis, véritablement, s'il veut lutter contre... Voilà une porte qui lui est ouverte, la justice. Je pense que le seul allié qu'il a, c'est la justice. Ce ne sont pas ses anciens camarades ou son ancien parti. C'est la justice qui doit trancher. La justice dit, j'attends les dossiers pour les traiter avec le plus d'objectivité possible. Absolument. Et je me dis aussi qu'il y aura un remaniement. Vraiment, les ministres tempés, on n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont pas commis les actes qu'on leur reproche. Pour certains, maintenant, ils ont commis les actes là quand ils n'étaient pas ministres et ils se sont précipités pour venir à travers les partis politiques pour occuper ces postes ministériels. Ce n'est pas par rapport aux postes ministériels actuels qu'on doit les juger. Beaucoup sont en liberté provisoire. Nous retournez, allez-y faire face à la justice. Une fois que vous êtes lavé, je vous ramène au gouvernement. C'est aussi simple que ça. Moi, de mon point de vue, celui ou celle qui... Qui t'a dit qu'il y a un gouvernement, un remaniement? Qui t'a dit qu'il y a un remaniement? En tout cas, c'est la rumeur qui court. Celle qui peut l'aider, c'est la justice. Il faut qu'il s'en tienne à la justice. Il n'y a que la loi en démocratie. Ce n'est pas la force. Écoutez, monsieur, vous êtes cité. Ce que je vous demande, c'est d'aller répondre devant la justice. Alors, comme l'a dit Tradam, au-delà des 3 ou 4 premiers points, moi je dirais 3 premiers points qui concernent peut-être directement les magistrats et la façon dont ils travaillent, leur confort, voilà, et la façon dont ils travaillent et tout. Les 2 derniers points, notamment la transmission de tous les dossiers au niveau que détient la Halcia,
le rapport de la Cour des comptes, les autres dossiers au niveau des inspections d'État, etc., de les transférer aux juridictions compétentes. Et puis le fait de lever tous les obstacles juridiques et judiciaires de machin. Est-ce que ce n'est pas les deux points les plus importants et qui ne sont pas difficiles à mettre peut-être le dernier, politiquement, oui, mais transmettre des dossiers à la justice, en principe, ne doit pas poser de problème. C'est là où c'est un problème. Non, moi pour moi. C'est là où il y a problème. Non, non, en réalité, non. Mais je vais dire, les textes, ce n'est pas des êtres humains qui ont fait ces textes-là. Et comment dirais-je, il faut attendre l'autorisation du président de la République pour entendre un ministre indélicat. Pourquoi? Ce n'est pas un citoyen comme les autres, mais il faut qu'on s'inspire des autres. On a vu en Afrique du Sud, le président sud-africain... Non, pas un citoyen, du point de vue judiciaire, non, c'est pas un citoyen comme les autres. Il a un privilège de juridiction. Non, mais je vais dire, ce que je suis en train de dire. Non, c'est question de privilège de juridiction et autres là. Je ne dis pas, il faut assurer un minimum de protection. Mais tel que c'est fait chez nous, c'est délibérément pour qu'on ne puisse pas atteindre une catégorie de citoyens. Tous les gens qui naviguent d'un pacte à un autre, tous ces gens-là, le gars, il traîne des casseroles, il vient, il va à des élections, il tombe dans l'opposition, il refuse nomadisme, il va aller de l'autre côté pour pouvoir éviter d'être... Parce que tout simplement, il y a des mécanismes de protection. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait combien d'années que ça dure? Est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à ça si on veut véritablement lutter contre ces fléaux-là? Parce que moi, je suis convaincu que c'est en haut. La source même, c'est en haut. Ce n'est pas la petite corruption, ce qu'on vient. On va lutter. Non, on lutte. Quand vous venez à la politique, à ce moment, vous allez voir beaucoup de gens vont quitter la politique. Parce que les gens se disent, je vais venir, c'est la politique où il est plus facile de s'enrichir rapidement. Et on a observé beaucoup de cas où le gars il rentre dans la politique, il était venu sans rien. Au bout d'un certain temps, tu vas le voir pavaner parce qu'on a détourné en temps l'argent public à travers les marchés et autres pour pouvoir se réaliser le plus rapidement possible. Et alors on regarde la personne comme ça et on vient parler de la corruption à ceux qui sont en bas, qui cherchent à manger au quotidien. Est-ce que véritablement on veut lutter contre la corruption? C'est la question parce que tous les textes peuvent être remaniés pour assouplir les choses. On a vu par le passé des députés qui sont trempés dans des affaires de drogue. On arrive que l'Assemblée refuse de lever on dit on l'a pas levé. Et puis l'affaire ça s'arrête là, oui, absolument. Il y a plein de cas comme ça qu'on a vu. Il y a des ministres aujourd'hui qui ne méritent pas dans un gouvernement. Mais alors on compose parce que tout simplement ils ont des partis politiques et que, bon, on va avec celui qui a gagné. On est sûr que, ou d'avance même on sait qu'il va gagner parce qu'on sait que les choses ne vont pas se passer dans la transparence. Et comme ça, ça va se perpétuer. Et c'est ça qui fait que moi j'ai dit, on est dans un cirque. Il ne faut pas, c'est un cirque. Les gens ne veulent pas véritablement lutter parce qu'il faut commencer par le sommet. Il faut montrer l'exemple. Tant qu'on ne montre pas l'exemple au sommet, montrer que la politique, on ne vient pas parce qu'on veut s'enrichir. On vient à la politique parce qu'on a des idées, on a des valeurs qu'on veut partager, qu'on veut mettre à la disposition du pays pour avancer. Mais on vient à la politique dans ce pays parce qu'il y a à manger et à boire. Et on a constitué une classe de politiciens professionnels. De politiciens professionnels. Alors, quand est-ce que ça va finir? C'est pour ça que quand j'ai dit le discours de Bazoum ne peut pas emballer les gens, parce que les gens savent que tout ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en mesure de pouvoir mettre en œuvre. On ne va pas quand même scier la branche, comme l'a dit un journal, la branche sur laquelle tu es assis, tu vas scier, tu vas tomber. Alors, voilà toute la difficulté. Et moi, j'ai dit ce que les Samans ont montré là, et ont recensé, c'est-à-dire transmettre les dossiers. On avait, comme on avait dit, enquête, une inspection d'État. On a découvert des malversations. Mais on transmet le dossier au président. Mais le président n'a qu'à transmettre le dossier. Ceux qui sont responsables de ces malversations, ils vont aller répondre. Mais on attend parce que tout simplement, on veut essayer d'utiliser ça comme arme de chantage. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Ce n'est pas parce que la finalité, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Ça devient des espèces, comme on avait dit, des instruments de chantage. Je tiens sur toi des choses et je ne veux pas que tu bouges. Et là, tu es obligé de te mettre droit. Tu es obligé de te tenir dans les rangs. Si tu essayes de poser quelques actes que ce soit contre mon... Je vais résister ou je vais exhumer le dossier, je vais transmettre à la justice et je vais donner instruction pour que la justice fasse diligence. Ça ne peut pas fonctionner, quoi. Et c'est ça qui fait que les gens... Mais quand vous savez que vous venez en politique, vous détournez l'argent, vous allez être comme le pauvre citoyen qui est en bas. Tu vas être devant la justice. Il n'y a pas de raison à ce que tu ne sois pas honnête. Mais quand tu sais que quelle que soit la gravité de l'acte que tu as posé, et je prends aussi l'exemple des rapports de la Cour de compte.
La Cour de compte constate que les gens ont mal géré et les mêmes gens sont là, à leur place. Et à coup de milliards. À coup de milliards, ils sont là à leur place, tranquilles, parce qu'il y a le système de partage qui est là. Et on continue avec les mêmes pratiques. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut lutter dans un contexte comme ça, qu'on entretient délibérément? Parce qu'on peut changer. Qu'on entretient délibérément. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut lutter contre la... On ne peut pas. C'est pas possible, on ne peut pas. Parce qu'il faut taper en haut pour que ceux qui sont en bas là, ils comprennent que si même lui qui est en haut là, on l'a touché. Mais on tape le cadavre. Oui, en fait, le président, dans les mêmes, au cours des mêmes propos qu'il a tenus, un peu avant les propos qu'on a suivis, il a cité des dossiers. Il a dit, depuis 1960, il n'y a pas eu autant de prisonniers, en tout cas de cadres de l'État, de fonctionnaires qui sont en prison pour faire le détournement du deniers public ou de corruption. Il a cité des affaires. La Bagri, la CNTPS, l'affaire Tanadi Sopamine, l'affaire Ibou Karadje. Mais voilà que le Saman dit que, ils attendent les dossiers. La Harcia et tout. Et c'est comme si, entre griffes, le Saman dit non, nous attendons les vrais dossiers. En fait, quand on parle de privilège des juridictions, la France dont on copie, on calcule directement tout ce qu'on est en train de faire, ici, rappelez-vous, Dominique de Villepin était Premier ministre en France. Il était impliqué dans un dossier. Mais les juges, le pôle économique l'a convoqué. On a aménagé une salle pour lui avec toutes les commodités d'un Premier ministre et avec même des téléphones où, à des moments où... C'est témoin assisté, non? Oui, témoin assisté. Oui, témoin assisté. Voilà, donc il avait répondu durant 8 heures de loge, il était entre les mains de justice. Ici, et c'est pourquoi je dis, en réalité, c'est pas le président Bazoum, moi quand il dit certaines choses, je me demande parfois, vraiment, si c'est vraiment sincère, mais c'est pour amuser la galerie. Rappelez-vous ici, Abdoulabou était ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Il a été pris dans un dossier, il a été amené à Saï. Il est resté ministre de la République durant 3-4 jours. Pourtant, c'est un simple dossier qui a conduit les juges. Un dossier de droit commun. Oui, un de droit commun. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que ça soit ainsi. Tant que le politique veut... On l'a juste auditionné quelques heures, même 2 ou 3, même à peine, et directement du parquet, il a été déposé. Voilà. Donc, parce que simplement, on a voulu. On n'a pas eu besoin de dire qu'il a un privilège de juridiction, même si on a dit non, c'est une affaire de droit commun, c'est une affaire privée, c'est pas quand il était ministre, mais quand même, il était en activité. Donc, si on veut, on peut permettre aux juges, puisque pour le moment, c'est une instruction, on t'entend, et puis tu reviens à ton boulot. Maintenant, si l'instruction évolue vers le sens de ton accusation... L'actuel ministre, Hamazada... Oui, voilà, c'est du ministère. Non, on dira toujours que c'est comme Abdoulabou. Voilà. Oui, voilà. Moi, on m'a répliqué, on me dit non, c'est une affaire privée. J'ai dit oui, soit. Mais c'est une affaire privée. C'est parce qu'on a voulu. Si on ne veut pas, il n'allait jamais aller en prison. Non, l'affaire Hamazada, c'est des fonds publics. Oui, mais ils ont dit que c'était postérieur. Du moins, c'était antérieur. Oui, voilà, mais il était... Ça n'a rien à voir avec... Non, il était directeur général. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ces activités du ministère. Donc, quand on veut, on peut, qui peut le plus, naturellement, et peut le moins. Donc, ces affaires-là, comme tu dis tout à l'heure, c'est d'une manière élégante que le Saman a répondu comme ça. Ils auraient dû détailler pour ne pas dire que le président n'a pas dit la vérité. C'est pourquoi ils ont été élégants pour dire, bon, eux, en tout cas, ils attendent la vérité. Parce que la préoccupation de tout le monde connaît la préoccupation des Nigériens. Et tout le monde connaît aussi la préoccupation du Saman lui-même. Donc, c'est pourquoi je dis, je reviens toujours à ce que je dis. Mais même si il y a des brebis galeuses au niveau du Saman, mais ce n'est pas propre au Saman. Le gouvernement a ses brebis galeuses. Chacun protège ses brebis galeuses. Donc, pourquoi voulez-vous faire une pression forte sur ceux-là? Parce que les gens doivent se dire une chose. On a dit dans les textes religieux qu'un pays peut se développer dans le mensonge, dans tout, mais sauf dans l'injustice. Et quand vous... Une communauté. Une communauté. Donc, oui, une communauté, c'est là, ça devient un pays. Donc, quand vous qui avez juré sur le Coran de faire respecter, de respecter et de faire respecter les textes de ce pays, vous ne devez pas blaguer. Vous ne devez pas blaguer. Parce que moi, je dis, quand un président de la République est amené à dire ouvertement ce qu'il a dit lors
d'une présentation de vœux, même si il a fait un petit sourire narquois, ça veut dire que quelque part, il est désarmé, il ne peut pas faire. Or, quand même, c'est lui, tout ce qui tourne autour de lui là. Parce que même le président dont on parle, mais en fait, c'est le président qui autorise Mais exactement ça, j'ai dit. que le ministre soit entendu par la voilà. justice. Donc c'est tout simple. Mais c'est pourquoi, C'est une autorisation de sa part et puis c'est fini. Puisqu'il est accroché à cette solidarité terrible des magistrats, mais donne-leur un de tes membres. Et c'est du donnant-donnant. Si c'est même ça, tu as dit, bon, écoute, moi, je vous ai donné, en échange aussi, donnez-moi ça. Parce qu'il semble qu'il a des gens dans sa ligne de mire qui ont vraiment fait des choses pas catholiques dans la justice. Certainement, dans le vrai, il a les bonnes informations, ils l'ont reconnu, semble-t-il, eux-mêmes. Mais c'est une question de solidarité. Chez vous, Monsieur le Président, on veut tant parce qu'on a des dossiers sur ça. Mais vous refusez. Et voulez-vous que moi, parce que je veux juste être... parce que c'est vous mon chef en matière de responsabilité. C'est vous qui êtes le premier magistrat. Donc c'est à vous de donner l'exemple. Si vous me dites, demain lundi, tel dossier, allez-y, monsieur le ministre, on fait un petit remaniement comme Bonti l'a dit, on met les gens à la disposition de la justice. C'est pas qu'ils sont coupables, mais la justice va poursuivre. Et ça va être le début, avant que janvier ne finisse, ça va être le début d'une bonne année 2023. Absolument. Docteur Oui, moi je me dis qu'on risque de se répéter. Moi, en tout cas, au risque de me répéter, je pense que son meilleur allié, c'est d'abord la justice. C'est la justice, et la justice ici dit sa bonne disposition à faire le travail tel que demandé par le président de la République. Donc moi je me dis que, sincèrement, au lieu de ressasser des slogans creux, il faut plutôt remettre les dossiers à la justice. Il faut faire en sorte que, surtout que pour la plupart des gens qui sont incriminés, en fait, ce n'est pas par rapport à leur fonction actuelle. Voilà. Ce n'est pas par rapport à leur fonction actuelle. C'est des dossiers qu'ils ont traînés pour arriver là. Donc, il n'y a pas de privilège de juridiction dans certains cas. Maintenant, c'est l'immunité de certains députés qui pose problème, puisque ces gens-là, ils savent qu'ils ont des dossiers, ils traînent des casseroles. Voilà pourquoi ils se sont précipités, non pas pour aller dans le gouvernement, mais pour être députés. Mais même là, on peut régler le problème. Tous ceux qui ont des dossiers, surtout que les suppléants, là, ils sont pressés. Oui. Donc moi, je me dis que peut-être que la meilleure façon de faire, c'est de leur demander aussi, en tout cas, de se mettre à la Et puis, il y a une jurisprudence que la Cour constitutionnelle elle-même a entérinée. C'est que, on se rappelle, en 2014, le bureau de l'Assemblée nationale a levé l'immunité, a autorisé l'arrestation du président de l'Assemblée. C'est le bureau de l'Assemblée, ce n'est pas la plénière. Ce n'est pas la plénière. Et la Cour constitutionnelle avait entériné cette jurisprudence. On n'a pas besoin d'une plénière. Non. En intercession, on n'a pas besoin d'une plénière. Absolument. On peut le bureau, demander à ces gens-là de Sauf se mettre si, à la disposition voilà. de la justice provisoirement. Une fois que la justice aura tranché, maintenant en fonction de la manière dont le dossier a été vidé, on peut les ramener ou les laisser à la maison. Moi je me dis que c'est le meilleur allié du président aujourd'hui, c'est la justice. L'enquêteur du 18 janvier a titré « Lutte contre la corruption, la solitude du président Bazoum ». Lutte contre la corruption, la solitude du président Bazoum. Notre confrère trouve que Bazoum est assez seul dans cette volonté de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Peut-être c'est pour ça qu'il veut se faire aider par la HALCIA et les magistrats, notamment le faisant... Il est scellé. Oui. Alors, La Nation, le journal La Nation, dans sa parution du 19 janvier, a titré « Le syndicat autonome des magistrats Saman met les choses au point ». Non, Ousseini, Pablo, on dépasse le courrier. Le Saman, La Nation, pardon, le journal La Nation du 19 janvier. Le syndicat autonome des magistrats Saman met les choses au point. Et puis l'enquêteur, toujours cette fois dans sa parution du 19 janvier, le journal titre « Déclaration du Saman, Bazoum dans l'embarras face à la bronca des magistrats ». Bazoum dans l'embarras face à la bronca des magistrats. Alors rapidement, on finit avec ça.
sur ces 2 ou 3 unes là que nous venons de découvrir. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, les magistrats de Saman ont mis le doigt sur les points sensibles et que peut-être c'est à ça que le président doit s'atteler? Mais moi, je pense qu'ils ont tout dit. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres propositions qu'on puisse faire à un président de la République qui dit vouloir lutter contre la corruption et l'impunité et les détournements de deniers publics. Parce que vous savez, la pédagogie de l'exemple, il en a parlé. Montrer qu'en haut, là, il n'y a personne qui puisse être épargné quand il pose des actes répréhensibles. Ni ton parti, ni ton clan, ni tout. Non, on ne peut pas continuer à faire le discours, alors qu'en haut, le sommet, là, c'est tapis je ne sais pas moi, des malfrats et autres machins, qui sont là au nom de la politique, qui continuent à narguer, et on cherche, je ne sais pas moi, la petite bête parmi les fonctionnaires de l'État. Non, il faut, parce que l'exemple, ça doit venir d'en haut, parce que celui qui est en haut, et quand on tape en haut, ceux qui sont en bas là, on s'est dit, mais lui là, même il a été frappé, je vais faire attention. Il y a un proverbe qui dit que l'exemple vient d'en haut, l'imitation à la base. Mais justement, mais alors tant que ce n'est pas ça, là, alors ça devient compliqué, parce que quoi qu'on dit souvent, quand on rappelle un peu la période Kounché, mais Kounché, c'est pas pour rien la photo qu'on accroche derrière là. Tout le monde le sait. Parce que quand vous voulez toucher à la caisse, vous vous retournez, vous regardez la photo, vous allez refermer le tiroir. Parce que vous savez que ce n'est pas votre argent. Une simple photo. Mais aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne, ces choses-là. Parce que ça incarne quelqu'un qui ne veut pas qu'on touche au bien public. Et c'est ça le modèle. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à faire. Parce que tant qu'on ne dissocie pas, parce que tout ce qu'on connaît, les travers de notre politique, de la classe politique, c'est lié à ça. C'est lié parce que les gens ont fait de la politique un fonds de commerce. N'est-ce pas? Ce n'est plus une affaire d'engagement, de volonté, de valeur, d'idées. Non, c'est un fonds politique, c'est un fonds de commerce. On fait la politique parce qu'on s'est dit que c'est seulement à la politique qu'on peut facilement s'enrichir. C'est là qu'il y a les marchés d'État, c'est là qu'il y a les sociétés où on peut aller grappiller ou faire des raids. Comme me dit docteur Bunti, faire des raids sur les biens publics à toute impunité. Mais alors ceux qui sont en bas, ils vont se dire quoi? Mais vous voulez nous parler des dangers, comment on appelle là, de la nocivité de la corruption. Mais vous faites ça. Mais comment voulez-vous que ça prenne en bas? Ça ne peut pas prendre. Moi, en cela, je dis, si je veux réellement gagner la bataille dans ce domaine, je dois faire ce que les magistrats ont dit là. Ça ne coûte rien, parce que quand j'entends des gens dire, non, la réelle politique. La réelle politique. Mais non, ce n'est pas une affaire de réel politique, c'est une affaire de pays. C'est une affaire de pays. Quand des fonds destinés à l'éducation, quelqu'un met le grappin dessus, il fait, pendant que les enfants ne vont pas à l'école, quand des fonds destinés à la santé, quelqu'un peut penser au nom de la politique, il peut détourner une bonne partie. Ce qui doit être injecté pour améliorer les conditions d'accès aux soins de santé, quelqu'un prend ça. Et au nom de la politique, on le couvre. On va aller où? On a vu l'affaire MDN, comment ça a fini? Et c'est des cas, des exemples sont légion qui montrent qu'il n'y a pas véritablement une volonté de vouloir mettre fin à ces pratiques-là. Tout le monde est conscient, mais les gens parlent simplement comme ça pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Mais en réalité, il n'y a pas la bonne foi, parce qu'on peut mettre fin à ces pratiques-là. Voilà ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai dit la piste ou les mesures ou les exigences du Saman-là. Si Bazoum les applique, moi, je ne vois pas par comment ça ne va pas finir. Et ça va finir de manière durable. Je ne veux pas dire que ça va totalement finir, mais on ne va pas assister à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pendant qu'on dénonce, pendant qu'on crie tous les jours, on voit même dans les concours comment les choses se passent. C'est comme si les gens sont insensibles, ça ne leur dit rien. On a vu plusieurs concours récemment où des gens sont dans des cas de corruption quand la LCA a vérifié, notamment cette affaire de l'ENA. Alors, pourquoi? C'est parce que les gens se disent, bon, il n'y a rien qui va se passer. Dans tous les cas, ça va continuer comme ça, mais parce qu'eux-mêmes ils font. Absolument. Alors pourquoi moi aussi je ne vais pas faire là où je suis? Absolument. Alors est-ce qu'on peut dire, c'est une pêche que les magistrats attendent au président de la République? Peut-être que c'est une pêche. Oui, qu'ils s'en saisissent. Non, moi je ne pense pas qu'il va falloir une pêche, parce que c'est plutôt une contradiction qu'il leur a apportée. Nous, on est disposés. Non, je veux dire par rapport à l'application de ces mesures, parce qu'on parle de, parce que ça peut être considéré aussi comme des propositions.
comme des choses peut-être. Non, le premier plan que tu as soulevé là, notamment le retrait des membres de l'exécutif, je crois que c'est en cours. Le président l'applique au Parlement. C'est en cours pour le représentant du président de l'Assemblée, je crois. C'est pour sa présence, lui président, je crois, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça qui n'a pas été examiné. Comme je dis. Et la réforme du parquet aussi. Oui. En fait, les 3 points qu'ils ont cités, c'est plutôt pour le confort. La réforme du parquet, je suis d'accord sur ça, et comme ça, cette sorte de privilège de juridiction. Mais il le sait. Ils ne lui apprennent rien. Je suis sûr qu'il sait, puisqu'il a des conseils. Si vous voulez, Monsieur le Président, que ça marche, voilà comment il faut procéder. Et il le sait. Parce que, logiquement, si vraiment ça marche bien, les renseignements marchent, leur discours, et même si les renseignements ne marchent pas, puisque ça c'est pas un discours, c'est vrai, c'est une déclaration, mais avant son rendu, déjà les services ont dû avoir ça. Il sait ce qu'ils vont dire. Donc, il sait lui-même leur préoccupation, puisqu'il les a rencontrés. En tout cas, depuis qu'il est là 2 ans, il les a rencontrés, je crois, 1 ou 2 fois, si ma mémoire est bonne. Et ils l'ont dit, il a promis aussi des choses. Donc, c'est qu'ils ont énuméré. Dans ce sens, il n'y a rien de neuf. Le président, il est censé être mieux informé que tout ce monde sur cette histoire de corruption, sur les dossiers qui sont là, sur qui est impliqué. Ça, je sais qu'il est le mieux informé sur ça. Mais maintenant, Hussein a parlé de faire abstraction de la réelle politique. On ne peut pas faire malheureusement abstraction de la réelle politique. La réelle politique, pour la faire, il faut avoir du cran pour faire face à la réelle politique. Il faut avoir du cran pour faire face à la réelle politique. Or, aujourd'hui, ici, nos hommes politiques, aucun n'a le cran pour faire face à la réelle politique. Youssouf, même dont on dit qu'il est décisif, qu'il est imperturbable, c'est qu'il décide, c'est ça. Face à l'affaire Feu Zakaï, si vous vous rappelez, il était obligé de céder pour ne pas justement se retrouver dans une histoire de cohabitation. C'est ça tout le problème des gens. Et la réelle politique, comme l'a dit Mou tout à l'heure, on ne l'exerce pas pendant que tout est fini. On l'exerce avant qu'on installe les choses. C'est une coalition qui m'a amené au pouvoir. Voilà, c'est qu'ils vont être dans le gouvernement. Ah, l'enquête de moralité a dit que ce monsieur-là, vraiment, il ne peut pas. Parce que donc, chargez-le moi. On peut le faire. Le monsieur peut dire, son président peut dire, non, nous, c'est lui qu'on a décidé. Il dit, non, moi, je ne peux pas. Parce que, il va. Moi, je suis inscrit dans une dynamique, il va entacher notre dynamique. Il ne faut pas qu'il soit là. Et on règle ça. Mais si on ne fait pas de tout ça là, on dit non, c'est un débat de fond, c'est un des grands militants, c'est même la base qui l'a désigné. On ne peut pas faire. Avec la foule, on ne peut pas faire quelque chose de constructif. Avec la foule, on ne peut rien faire. La foule, le plus souvent, elle détruit. Elle ne construit pas, une foule n'a jamais construit. Donc, si c'est une nomination de foule de base, mais ça ne peut jamais aller. Il faut nommer les gens sur la base de leurs compétences, mais surtout de leur intégrité, et qui ne vont pas vous causer. Regardez au Burkina Faso, c'est l'exemple. En cours, ils ont nommé, c'est vrai que c'est un régime d'exception, donc c'est pas une coalition, il n'a pas été aidé par quelqu'un, mais en cours de chemin, ils se sont rendus compte que le ministre du Commerce traîne des casseroles. Il a beaucoup de problèmes. Mais ils l'ont changé. Il a fallu juste que les syndicats des commerçants fassent une déclaration. Ils sont obligés de le changer. Récemment, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il s'est retrouvé dans une autre affaire. On a dit non, merci. Parce qu'on ne veut pas que tu nous freines la marche. Et en démocratie, c'est encore plus facile en démocratie. Parce que vous êtes jugés à la fin. Eux, les Burkinabés, là, ils n'ont pas besoin d'être jugés, c'est la force. Ils n'ont pas besoin de l'avis de quelqu'un. Mais ici, en démocratie, quand même, on a besoin d'être jugé. Et vous avez promis, vous avez juré sur le Saint-Coran de faire ceci, cela, cela. Donc, si vous ne le faites pas, c'est que quelque part, au-delà de vous-même, vous mettez en cause toute l'alliance même. Ça veut dire que, quelque part, bon, tout le monde s'y plaît dans cette affaire, on y va. Mais c'est que si tout le monde s'y plaît, mais tout le monde n'a pas à rendre compte comme vous. C'est ça le problème. Non, je veux dire, moi je veux... Oui, c'est ça. Faire abstraction. Mais je dis, la réelle politique là, c'est au-dessus, c'est plus important que l'intérêt du peuple. Parce que quand on dit au nom de la réelle politique, on va composer même si les gens sont sales.
On sait que ça va continuer, les mêmes pratiques nocives vont continuer. Est-ce que c'est ça l'objectif dans une démocratie? C'est de construire un pays. Non, mais quand je suis en train de parler, non, mais l'idéal là, mais l'idéal, on tend vers toujours un idéal. On tend vers toujours. Et pourquoi on a adopté ce système démocratique et tout? C'est parce qu'on a estimé que bon, dans les systèmes d'exception et tout, c'est parce que pour qu'il y ait la transparence, pour que le pays on puisse savoir exactement comment les choses sont en train d'être gérées. Mais parce que tout simplement on dit c'est la démocratie réelle politique, on compose avec n'importe quel renégat ou... Non, mais non, je veux dire. Non, c'est pas forcément, c'est pas une insulte. Non, je suis pas en train de citer. Mais quand on voit les choses telles que ça se passe, on se dit, on ne va pas aller loin. Parce qu'on ne veut pas, non, que ça fasse mal à d'autres personnes. Quand vous ne pouvez pas faire la politique, quand vous venez à la politique, avec l'intention, c'est pour voler. Mais pourquoi on va composer avec vous? Pourquoi? Il n'y a pas d'autres citoyens qui peuvent venir faire honnêtement. Il y a beaucoup de gens, on peut trouver des gens qui sont insincères, honnêtes. Mais il y a plein de gens qui sont là aujourd'hui. C'est ça la rue. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il faut cultiver, il faut la formation des gens, je dis, mais former quels jeunes? Déjà, les modèles qui sont là, les gens qui se donnent un modèle, c'est des gens qui sont déjà pourris. Mais la jeunesse aussi regarde cette pourriture-là et veut imiter la pourriture. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut avancer? Elle en profite. Est-ce qu'on peut avancer? Dans ces conditions, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut... Alors, ça veut dire que ce n'est pas le pays qui intéresse les gens, c'est l'enrichissement personnel, c'est le bien-être, le confort de quelques-uns, pendant que l'écrasante majorité des citoyens sont là, végètent dans la misère. C'est ça la finalité de la démocratie? Non, pas du tout. Alors, on a compris. On arrête ces histoires de réelle politique. Merci, Hussein. Oui, docteur Bounty. Beaucoup sont venus même dans la politique sans comprendre ce que c'est que la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le laisser aller. La démocratie, justement, ne permet pas l'impunité. Vous avez vu en Allemagne, la ministre de la Défense, elle n'est pas accusée de détournement. Hein. Simplement, ses propos, machin, à l'emporte-pièce, là, on fait qu'on l'a dégommée. Je pense qu'elle n'incarne pas... Elle n'incarne pas les valeurs allemandes. Et surtout, regardez, ça pour compléter. Voilà, juste c'est un cliché où elle assistait à une fête de Noël où les gens étaient en train de tirer des pétards dans ces conditions, où les gens ont estimé qu'un ministre ne doit pas... On l'a débarqué. Pourtant, il est un poids lourd de son parti. C'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire que le poids lourd là peut être aussi remplacé. Moi, je crois que beaucoup de nos acteurs sont dans la politique sans comprendre véritablement le sens. La démocratie, ce n'est pas le laisser-aller. La démocratie, c'est qu'il y a des règles qui régissent les relations entre les individus, entre les individus et l'État. Mais quand un petit groupe peut se permettre de créer une oligarchie autour des biens publics par des raids quotidiens, il n'y a plus de démocratie. Là, c'est une oligarchie. Et au Niger, nous sommes en train d'assister à une véritable oligarchie, à la naissance en tout cas d'une véritable oligarchie. Ce que le président Bazoum, moi j'espère qu'il lui les Romains, qu'ils soient démocrates ou qu'ils ne le soient pas, ils disent que l'homme d'État n'a pas d'amis. Il n'a ni femme ni enfant. La seule chose que tu dois avoir en vue quand tu occupes le fauteuil présidentiel, c'est l'intérêt public. Il n'y a pas d'intérêt public. Tu n'as même plus de camarades. Normalement, tes anciennes relations, tu dois les couper. Tout celui qui ne sert pas l'État ne doit pas être dans ton sillage. Si c'est juste pour venir te parler des marmites mal cousues qui tombent à... Non. Véritablement, il faut le chasser. Moi, je pense que beaucoup d'acteurs ne comprennent même pas le sens du vivre ensemble. Parce que tu ne peux pas détourner 1 milliard et vivre... Regardez, dès que les gens sont ministres, vous voyez, ils érigent des immeubles. Comment tu peux expliquer, sur la base de ton salaire, que toi, tu es un immeuble de 250 millions? C'est pas possible. Et on les laisse faire. Le problème, on trouve que c'est normal. Les gens trouvent que mais après, c'est pour même ça qu'il est nommé. Les ministres, même parmi les ministères, là, il y a des ministres. Mais même parmi les ministères, il y a des ministères à coquille vide. On dit ici, là, il n'y a pas de... Oui. Aujourd'hui, le ministre de l'économie est le plus important. Voilà. Parce que c'est lui aussi qui octroie les crédits aux différents ministres. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, je me dis que, véritablement, les partis politiques ont du pain sur la planche. Il va falloir rééduquer les militants, qu'ils sachent qu'on ne vient pas en politique. Regardez, même le loyer des immeubles. On a bradé tous les immeubles de l'État, ou presque, pour maintenant accorder la location à des particuliers qui louent des immeubles à 10 millions, 12 millions, 7 millions, 8 millions. Oui. Alors que les bâtiments qui appartenaient à l'État aujourd'hui sont
privatiser. Mais on va dans quel... Moi, je me rappelle que sous Tanja, il y a eu un rapport qu'il a demandé sur les bâtiments publics là. Mais bon, je ne sais pas ce que ce rapport-là est devenu. Les bâtiments publics, aujourd'hui, beaucoup de services sont dans des immeubles privés qui appartiennent à des gens du régime. Oui, donc je me dis, bon écoutez, il y a un point du ministère des Finances, quoi, par exemple, je ne sais pas moi, là où on délivre les vignettes au hasard, dit bon, on n'a pas suffisamment d'espace. Moi j'ai une vie là, j'ai une maison, je vous la loue à 10 millions. Ok, on fait comme ça. Même la Halcia n'est pas dans un bâtiment de l'État, pour commencer. Que la Halcia commence par nous dire combien elle loue le bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment de l'État, c'est un bâtiment d'un privé. Ça veut dire que demain, si les intérêts de ce privé-là sont touchés, le monsieur doit dire à la Halcia de dégager. Donc voilà des trucs terre à terre. La Halcia doit être logée dans un bâtiment de l'État où elle ne peut pas subir d'influence d'un individu. Aujourd'hui, elle est dans un bâtiment privé. Pour donner... Voilà. Non, vous savez, tout ce qu'on est en train de dire... Tout ce qu'on est en train de dire, Draman, c'est que ça se résume à une chose. On dit chaque peuple a des gens qui méritent. On a donné c'est triste de le dire et c'est même terrible, mais c'est admis. Tout à l'heure, on a dit, parce que le gars a un immeuble, on a dit non, c'est un ministre. Donc c'est admis. Non, attention, c'est un douanier. Ouais, c'est un douanier. Donc, même dans nos consciences, l'inconscient nigérien là. Donc l'inconscient a accepté que c'est comme ça que ça doit être. Dès que tu as un poste, il faut que tu montres que ton statut a changé. Donc si on a des postures comme ça, effectivement, c'est pas de même la veille du changement. Et puisque quand on va en campagne, c'est pas les idées qu'on vend, c'est pas des programmes qu'on vend, c'est les billets des banques. Aujourd'hui, pour être président du Niger, tu n'es pas à moins de 5 milliards, sinon plus, pour juste être président du Niger. En tout cas, les dernières campagnes l'ont montré, effectivement. On a... Mais, quand tu mets 5 milliards... Il faut avoir quelqu'un qui met 5 dollar milliards, financièrement. Quelqu'un qui met 5 milliards pour être président, mais vous entendez à quoi? l'État. Donc, moi je dis que... Mais c'est obligé d'être... Non, mais c'est-à-dire qu'on veut... Sans compter les Kalachnikov, vous savez, c'est triste de le dire et c'est même terrible. On veut avoir les mêmes comportements des Occidentaux ici chez nous. C'est trop tôt. Tant que nous-mêmes. Non, sinon ça ne sert à rien. Mais attends, si vous. Non, mais attends, si vous-même vous dites un ministre et les ministres. Attends, s'il te plaît. Nous tous ici, nous avons convenu de ça. Quand on va parce que les ministres, il est douanier. Mais en France, en Europe, attends, d'une manière générale. Oui, en Europe, d'une manière générale, si tu prenez, vous avez des DG qui sont dans des HLM. Si ce n'est pas dans du privé, si c'est dans l'administration publique, comme on dit, c'est un sacerdoce, c'est la fonction publique. Quand tu es un fonctionnaire de l'État, tu n'as pas grand-chose. Mais ici, nous, un DG de douane ou bien un agent de douane, un chef de bureau, on accepte que, si tu le vois dans un 4x4 roulant, tu dis non, c'est un douanier. Donc toi-même, tu acceptes qu'il a l'argent facile. Oh, il n'a pas l'argent facile. Il n'a que son salaire en principe et peut-être des indemnités qui ne peuvent pas lui permettre. Mais on a accepté ça. Qui lutte contre ça? Ici, attends, au niveau de la DGI, il y a ce qu'ils appellent le 06, non? Et au niveau des, comme ça, des ministères des Finances. Qui lutte contre ça? Personne. Les gens préfèrent. Oui, mais même si c'est réglementaire, c'est ça qui fait que les gens. Bon, en fait, ça dépasse pour expliquer ça. C'est pour encourager la mobilisation. Voilà, oui, mais justement, mais attends. C'est des fonctionnaires quand même. Je n'ai rien contre ça, mais c'est ça qui fait que. Oui, mais c'est pourquoi les gens disent quand tu es douanier, les gens préfèrent aller à la douane parce qu'il y a l'argent facile à se faire. Le public qui nous suit, on débat, les gens ont même un peu les mêmes réflexions. La ministre norvégienne de la Santé, elle a juste utilisé son... Eva Joly. Non, sa carte... Elle était... Oui, ministre de la Justice, oui. Non, je parle de la... Ministre de la Santé, oui. Non, de Norvège. Oui. Elle est sortie avant l'heure du déjeuner. Elle a utilisé sa carte pour prendre un... On dit non, elle a volé. Un plat.
elle était obligée de démissionner. Donc, il faut nécessairement qu'on copie ceux-là qui... Oui, mais ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. C'est notre comportement. C'est notre comportement qui fait... Mais tu ne peux pas prendre la démocratie, l'abandonner et dire non, non, on va aller dans le réel politique. Mais le réel politique est lié à la démocratie. On a pris juste pas copier. Mais en fait, ça, c'est parce que c'est les bonnes pratiques. Les mauvaises pratiques, on les copie. Hein. Mais oui. On descend dans leurs hôtels, on va chez eux en week-end. Les mauvaises pratiques, on essaie de reproduire leur façon de construire les maisons ici chez nous, leur piscine, on les copie en ce qui concerne d'autres pratiques. Mais les bonnes pratiques, on ne veut pas copier. Oui, absolument. L'habit aussi, vous voyez comment certains gens s'habillent ici, on les copie. Et dans les pays scandinaves, un président de la République, il n'a pas d'avion. Il voyage dans un avion. Et quand le vol ne dépasse pas 6 heures, il est en classe éco. Absolument. Mais ici, Air France fait son chiffre d'affaires en Afrique. Absolument. Parce que ici, un simple DG, il monte, il est en classe affaires. N'en parlons pas du ministre. Donc, c'est même ici qu'il y a les classes affaires. En général, du manière générale, en Europe, les vols inter-européens n'ont pas de classe affaires. Moi, j'ai fait plusieurs fois. Mais on s'est retrouvé avec le Premier ministre dans la classe de poulailler, comme on dit. Mais ici, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de classe affaires. Parce que ici, ça ne se vend pas. Les gens n'ont pas cette mentalité. Absolument. Tu as fait une heure Alors, de vol. Monsieur Omar, il dit comment voulez-vous que Bazoum lutte contre la corruption alors que rien que l'affaire Ibou Karadji, qu'il a lui-même cité, fera, si jamais il est bien jugé, bien traité, fera tomber l'actuel Premier ministre et son ministre des Finances. Il dit, comment voulez-vous que Bazoum lutte contre la corruption alors que rien que l'affaire Ibou Karadji, qu'il a lui-même cité, s'il devrait être jugé, de bonnes connaissances et traité, fera tomber l'actuel Premier ministre et ministre des Finances, et le ministre des Finances. L'actuel Premier ministre qui était son directeur de cabinet. Enfin, le directeur de cabinet de son prédécesseur. Oui, de son prédécesseur au moment des faits. Ouais. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous l'avez dit, comment pourra-t-il scier la branche sur laquelle il est assis? Oui, c'est ça. Sans risquer de tomber. Mais alors, non, je vais dire. Il pose véritablement problème. Parce que même lors des messages de vœux, au moment du gouvernement, je crois qu'il a interpellé le Premier ministre et le Premier ministre. Moi j'ai dit, le problème, c'est que le problème, quand il y a vraiment des choses qui ne vont pas, moi je dis, il n'y a pas mille solutions. Il n'y a pas mille solutions. C'est comme quand je vois, une fois, quand le rapport, la Cour de compte a donné son rapport, on dit séminaire gouvernemental de comment on appelle, d'internalisation du rapport de la Cour de compte. Voilà des malversations qui ont été commises ici et là. Et on fait un séminaire pour dire aux gens, voilà ce que vous avez commis comme... Non, ça veut dire, en principe, comme ça se passe, la démocratie, nous ne l'avons pas inventée, mais on ne va pas aussi la faire en fonction de notre façon de voir les choses. On doit la faire telle que... Oui, bien sûr. On considère qu'on va juste aux élections. On va juste aux élections, parce qu'aux élections, je gagne, je viens. Alors à ce moment, je vais essayer. Tout ce que j'ai mis dans la campagne, je dois essayer de récupérer ça. Alors si c'est ça la démocratie, moi je dis, ça n'a pas sa raison d'être. La démocratie, c'est pour qu'il y ait la transparence, pour qu'il y ait redevabilité, pour que les citoyens à la base sentent que le système leur garantit un certain nombre de choses. Est-ce que c'est le cas? Dans beaucoup de pays africains. Et c'est qu'elle est en train de dire, on soustrait toujours souvent, à quoi c'est devenu une pratique où, dans le cadre de l'exécution de certaines procédures, on soustrait souvent comme on avait dit, certains qui sont un peu au sommet. Et puis on se prend... Je ne comprends pas ces jeunes-là. Le ministre des Finances, il est jeune. Et puis vu ce qu'il gagne, est-ce qu'il a besoin d'être cité dans des affaires? Moi-même, celui de Badit, c'est un jeune. Mais je me dis, quelqu'un qui gagne 5 millions, vraiment dans un pays pauvre, où le SMIC ne fait même pas 60 000. Bon, pourquoi vous voulez? Franchement, moi, je suis sidéré, quoi. Moi, le seul jour où j'ai possédé 5 millions, je crois, j'ai pas dormi. Parce que c'était un crédit, et je suis allé mettre ça dans mon bureau. Je l'ai pris à la BCN, mais je n'ai pas dormi. Je craignais que le gardien ne me vole. À 5 heures déjà, mais j'étais devant. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, j'ai des choses à faire. Mais après, c'était pour récupérer mon argent, pour aller confectionner des... Mais vraiment, 5 millions, tu l'as par mois, pourquoi voler? Moi, peut-être que je ne suis pas habitué à... Monsieur Adamou Seyni, il dit, le président est dans une moule qui s'appelle la politique. Il doit combattre un système, la corruption, qui l'a peut-être aidé à venir au pouvoir. Quand on connaît le manque d'intégrité des policiers africains, difficile de croire qu'il peut lui aussi échapper à ces accusations de corruption.
car ayant été ministre durant presque tous les 2 mandats de Issoufou. Forcément, il a dû laisser des traces lui aussi. Comme on le dit, quand tu vis avec des corrompus, si la police débarque, tu es toi aussi embarqué dans le lot. Oui. Non, vous savez, j'ai des amis qui sont peut-être plus ou moins. Ils disent qu'ils dorment. Dès qu'il y a klaxon dans le quartier là, ils paniquent parce que c'est sûrement la PJ qui vient. Mais alors que moi je dors tranquille, si je sors d'ici là, c'est pour aller dormir. Je ne dois rien à personne. Et même ma voiture à crédit, et je la rembourse sur 3 ans. Ah oui, donc c'est pas quelqu'un qui me l'a fait. Non, moi je dis, ces deux attitudes du président lors des vœux montrent, comme dirait l'autre, à suffisance, sa difficulté à appliquer les choses. Parce que, en général, un président de la République n'interpelle pas son ministre ou son premier ministre en public. C'est pendant le conseil des ministres. Il interpelle et sermonne au besoin. Mais quand, publiquement, c'est comme s'il veut que les Nigériens le prennent à témoin, que lui, en tout cas, il est en train de vouloir faire, mais c'est un tel qui ne veut pas. Or, quand un président de la République arrive à ce niveau, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est pourquoi, comme ça, le nœud gordien revient, qu'on dit de tout le temps qu'il est un peu prisonnier de ça. Mais il a dit, fort à propos, que lui, quelles qu'en soient tes relations, ta parenté lors de son fameux discours, qu'on trouve historique du reste, qu'il ne fera pas de quartier. Or voilà, lui-même, il nous demande d'être témoin qu'il a indexé le ministre des Finances, il a indexé le président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, et son premier ministre. Et les magistrats? Non, les magistrats encore, ils ne sont pas sous sa tutelle, mais le ministre des Finances et le premier ministre, ils sont sous sa tutelle. Oui, et lui, il est premier magistrat du pays, mais c'est qu'il y a une séparation de pouvoir, comme on dit. Mais quand même, le ministre des Finances et le premier ministre sont... Bon, même si en même temps, dans les affaires de la RACA, il a dit qu'il a instruit le procureur de la République pour faire diligence. Oui, le procureur, il peut être instruit. Oui. Ça gêne personne. C'est même dans l'ordre normal des choses. Que un procureur, dans l'agencement de la justice nigérienne, le procureur est sous l'autorité du législateur. Oui, de la chancellerie. Donc, le président de l'exécutif. Oui, le président peut l'instruire. Donc, moi, je dis vraiment, c'est ça. Il y avait à un moment un journal qui a titré, je sais pas, qui pour sauver le soldat Bazoum, bien, un truc comme ça. Si vous vous rappelez. Lui, il a parlé de prisonniers volontaires. Je me rappelle, hein. Oh, oui. Toi, tu dis que les prisonniers. Non, Hussein, lui, dit que c'est un prisonnier volontaire. Honnêtement, ça, je crois que s'il a choisi les messages de vœux, parce que c'est une audience très suivie, pour parler comme ça, ça veut dire qu'il a envie qu'on l'aide. Mais malheureusement, non, on ne peut l'aider que par la parole. La parole, c'est la justice. La justice dit, je suis disposé à t'aider. Mais il n'a qu'à appliquer l'aide de la justice, non. Se débarrasser de la patate chaude, voilà, et les mettre entre les mains des magistrats et dire bon, allez-y. Monsieur Maïnassara Seyni, qui nous écrit depuis Tilaberi, il dit la lutte contre la corruption au Niger est une farce. Nous en avons assez de discours redondants, il faut agir. Seyni. Bien sûr, mais c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense qu'on peut faire l'économie de tout ça. Lui, y compris Bazoum, peut faire l'économie, n'est-ce pas? Le même discours a été servi aux Nigériens pendant 10 ans, tous les 2 mandats de Youssouf. À chaque occasion, comment vais-je dire, en tout cas, dans des circonstances précises, on parle de lutte contre la corruption. Un temps, je me rappelle même, ils avaient dit que bon, ils avaient un allié qui était un boulet. Je ne sais pas si vous vous rappelez que c'était lui le boulet. On ne pouvait pas lutter, on n'avait pas les mêmes libres pour pouvoir agir efficacement. Aujourd'hui, depuis 2016, vous avez totalement les mains libres. Il n'y a pas de boulet. Mais alors, qu'est-ce qui empêche? Ce qui empêche, c'est que, bon, finalement, la gestion, ou du moins sur le pouvoir, c'est une espèce de gâteau. C'est une espèce de gâteau, et c'est ça qui fait cette ruée-là. C'est ça qui fait cette ruée. Même ceux qui sont dans l'opposition après les élections, ils courent pour aller, parce qu'ils se disent qu'on peut aller manger tranquillement. Tout à fait. Mais alors, on ne peut pas. C'est redondant. Il faut des actes. Et il faut des actes au sommet, comme on le voit dans d'autres pays, en Occident, et même dans des pays africains. Il y a beaucoup de messages, Ousseini, et le temps est parti. Et pour boucler cette première partie, je vous lis ces 2 messages.
qui me font un peu marrer. Le premier, il ne s'est pas identifié. J'ai lu son message quand même parce qu'il est... Parce qu'il dit, si ce sont les débats qui résolvent notre problème ici au Niger, on serait le premier de la planète. Hein? Il dit que si c'est les débats qui sont la solution au problème, nous là on serait les premiers. Et le second message, c'est de M. Shinka Farka. Il dit il ne faut rien attendre de Bazoum. Il va continuer à nous faire le même discours jusqu'à la fin de son seul et unique mandat. Il ne va poser aucun acte pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il bon, il a été catégorique. Comme si, un peu la provoque quand même dans ce qu'il dit. Oui, une réaction. Mais comme si les gens sont pressés qu'il finisse son mari s'en aille, quoi. Là, ça veut dire tout simplement que les gens sont dépités. Ils sont déçus par ce qui se passe. Au bout de 2 ans, on ne voit rien venir. Et puis bon, la vie devient de plus en plus chère. Regardez, au moment où, comment on appelle ça, la vie devient chère, on veut récupérer les milliards de l'État, on augmente sur les taxes, sur les vignettes, machin. Les vignettes, je crois qu'il y en a même qui ont commencé à écrire ça avec la main. Avec la main, parce qu'ils ont fait, ils ont édicté. Mais ça ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles. C'était 25 000, le 2 a été transformé en 4. 45 000. Oui, mais bon. Donc, ils ont fait un nota bene. Parce qu'ils ont. Non, ça, ils ont expliqué. Ils avaient imprimé avant la loi de finances. Oui, avant la loi de finances. De la DGI qui suspend voilà. de ces Parce qu'ils ont fait un nota bene pour dire que voilà les vrais prix. Bon, finalement, pour finir, enfin, je disais que les 2 messages, mais celui-ci, c'est important, parce qu'il met aussi le doigt sur un aspect qui est très important. Il dit même les trucs les plus sacrés, traditionnels, coutumiers, etc. Par exemple, l'élection des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des chefs de canton, par exemple. Il dit, c'est M. Salou Sissé, qui nous écrit depuis Ngingimi, il dit que même pour l'élection ou la désignation des chefs de canton, il faut être très riche. Et donc, il faut corrompre. Et là, c'est la base. Ou se faire imposer par le politique. Le dernier cas, c'est... En fait, on a beaucoup de cas. Non, au niveau de la chefferie, même si vous êtes riche, si vous n'avez pas l'onction du régime, il va passer. Et ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Mais c'est pourquoi... Parce que c'est la source. Mais le problème au Niger, comme dirait l'autre, ce n'est pas le débat. Honnêtement, le problème du Niger, c'est autre chose, c'est plus qu'un débat. Parce que tout a été déglingué, toute la base a été complètement déglinguée. Donc, pour retourner sur des fondamentaux solides aujourd'hui, puisqu'on dit, nous tous qui sommes ici, c'est une génération pratiquement perdue. Ceux qui sont en train d'arriver. Oui, même là. C'est nos générations qui. La dernière sauvée. Mais votre génération est pire. La plus dangereuse. Vous voyez tous les paliers, les 3 générations qui se suivent au Niger, mais il n'y a pas d'espoir. En réalité, quand vous remarquez, chacun, c'est la course vers l'argent, vers des postes juteux. Donc, comment voulez-vous faire? Aujourd'hui, il y aura élection dans 3 ans. C'est les mêmes choses qui vont se produire. C'est l'argent qu'on va mettre à outrance. Les ministres vont être riches pour aller battre campagne, avoir beaucoup de voix qu'ils auront achetées pour se faire conduire. Ils vont être députés, mais ils ne veulent pas le poste de député, ils veulent être ministres. Parce que là-bas, on ne fera pas de marché. Voilà. Le retour sur l'investissement est rapide. Et le cercle est vicieux. Quand vous voyez, mais rappelez-vous quand même, il y a des enfants qui ont volé de l'argent chez leurs parents. Des cinquantaines de millions. Une cinquantaine de millions du moins. Sans que les parents ne se rendent compte. L'argent est dans la chambre. C'est de l'argent qui ne va pas en banque. Donc, et un enfant qui grandit dans ces conditions, qu'est-ce que vous allez lui demander Et d'ailleurs, au contraire, ils attendent que leurs parents fassent quelque chose. Oui, ils attendent que leur papa les inscrive. Et rien ne s'est passé. Et ils attendent que leur papa leur trouve du boulot. Et généralement, c'est le cas. Le monsieur a été débarqué, c'est vrai, mais est-ce qu'on a cherché à savoir? Rien. Il est conseiller. Oui. Il y a eu un autre cas tout récemment. Donc, ce pays, il nous appartient à nous tous, mais personne ne fait l'effort d'aller
en dehors des débats, comme l'a dit un leader politique, c'est dans nos salons que les champions ont critiqué et a dit ceci, il n'y a pas d'alternative. Parce que tout le monde, quand tu touches, dès que tu touches un peu, tu trouves que... c'est la même chose. Deuxième sous-thème, la vie chère quand la téléphonie s'en mêle. Le résumé avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Vie chère quand la téléphonie s'en mêle. À côté de la corruption et de l'impunité devenue endémique, la cherté de la vie est sans contexte la préoccupation majeure des populations nigériennes. En ville comme en campagne, vivre décemment est un défi quotidien des Nigériens. Et malheureusement, le bout du tunnel n'est apparemment pas pour demain, tant il est vrai que le gouvernement et les dirigeants de l'État ne montrent en tout cas pas assez de la vie générale de l'empathie pour les plus défavorisés qui constituent la grosse masse des populations du pays. La dernière tentative de hausse des tarifs de l'Internet ou la fermeture sans discernement de projets de développement essentiels pour le monde rural sont assez illustratifs de la situation. À suivre tout de suite le débat. Interhebdo titre à ce propos, à propos donc de cette affaire de téléphonie qui a pu plus ou moins être réglée à la va-vite suite au tollé que cela a soulevé. Niger Interhebdo titre: les opérateurs usent de leurs prérogatives, l'ARCEP injustement accusé. Les opérateurs usent de leurs prérogatives, l'ARCEP injustement accusé, dit le journal. Selon qui, c'est les opérateurs qui ont à leur convenance augmenté les prix, les tarifs de l'Internet. C'est peut-être pour ça que ces tarifs diffèrent d'un opérateur à l'autre. Et le journal pense que c'est leur prérogative puisque les textes leur permettent de fixer le tarif d'Internet, que l'ARCEP est injustement accusé. L'ARCEP qui a une des décisions qui date d'août 2022, semble-t-il, est à la base de cette augmentation des tarifs. Le Courrier titre: vie chère, l'enfer s'installe pour les Nigériens. Vie chère, l'enfer s'installe pour les Nigériens. Le Courrier donc qui parle plus largement de la situation générale de la vie chère dans le pays. Tous les produits de première nécessité connaissent un rachérissement de prix très important. Le Canard en furie titre: dégarnissement du portefeuille des ménages. Les Nigériens n'ont pas fini de broyer du noir. Les Nigériens n'ont pas fini de broyer du noir. Ils assistent de plus en plus au dégarnissement du portefeuille de leurs ménages. Alors, cette affaire de téléphonie, Ousseini, le 15 janvier dernier, les maisons les compagnies de téléphonie qui sont également opérateurs Internet ont augmenté les tarifs et cela a soulevé une vive protestation. Je propose de suivre ce premier élément de Balima Bourema par rapport à la mise en vigueur de ces tarifs qui étaient intervenus le 15 janvier, même si tout de suite après, le lendemain déjà, certaines compagnies sont revenues sur ces tarifs annoncés initialement. Je propose de suivre ce commentaire de Balima Bourema. Depuis hier, dimanche 15 janvier 2023, les Nigériens sont soumis à une nouvelle tarification sur la consommation des données Internet. D'un opérateur à un autre, on a constaté une diminution de 0 à 115% des données au même prix pratiqué avant le 15 janvier 2023. C'est la conséquence de l'application de la décision numéro 15 du 31 août 2022 de l'autorité de régulation de la communication et des postes ARCEP qui fixe un prix plancher selon que l'on soit opérateur dominant ou non dominant. En pratiquant cette nouvelle tarification, l'ARCEP touche d'une part le quotidien des Nigériens avec des dépenses supplémentaires pour pouvoir communiquer, occasionnant ainsi une restriction de la liberté d'expression. Cette décision de l'autorité de régulation atteint aussi les ambitions des autorités nigériennes qui veulent faire des télécommunications un levier important du développement. En effet, en mai 2021, soit 2 mois après sa prestation de serment, Bazoum Mohamed a décliné ses attentes
lors d'une réunion avec les responsables du secteur. Notre objectif est de donner au peuple nigérien un accès à des services de télécommunications de qualité à un coût abordable. Le secteur privé en général, le secteur des télécommunications en particulier, contribue pour une part importante dans l'essor des économies de plus en plus financiarisées et numérisées. Aujourd'hui, les services de télécommunications au Niger sont très chers, plutôt de mauvaise qualité, caractérisés par des faibles débits, un accès limité et peu vulgarisé. Dans la foulée de cette politique, s'est renforcée la ville intelligente de Sadoré, une ville qui a eu la visite du président nigérien il y a quelques mois. Bazoum Mohamed est parti encourager les jeunes Nigériens qui font des recherches dans le domaine des utilitaires en lien avec les télécommunications. À cela, il faut ajouter les villages intelligents pensés et mis en place dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 1. La diminution des data aura pour conséquence aussi la diminution des activités liées au e-commerce. Beaucoup de Nigériens vendent et achètent les produits locaux à travers les applications Internet. Tout de suite après, le lendemain déjà, une rencontre entre les compagnies de téléphonie cellulaire, donc les vendeurs de data, comme l'a dit Balima, et l'ARCEP se sont rencontrés. Et puis bon, on a arrondi les angles. Et à la suite de ça, le premier responsable d'une des compagnies, la place, a parlé au nom de tout le monde. Il a plutôt dit que bon, c'est plutôt les compagnies de téléphonie qui n'ont pas compris la décision de ARCEP et que donc tout le monde revient à des meilleurs sentiments. Je propose de suivre les conclusions de cette rencontre à l'ARCEP. Aujourd'hui, on s'est tous mis d'accord. Chacun va revenir vers ses équipes et revoir cette décision et voir comment on peut l'adapter pour être au plus près de la décision qui a été prise par les pouvoirs publics et essayer de s'adapter nous-mêmes pour offrir les meilleurs tarifs et aussi avec la meilleure qualité le plus tôt possible. Abdoulatif Bouziani, directeur général de RTL Niger, s'exprimant au nom des responsables des différentes compagnies de téléphonie mobile du Niger. 24 heures après, le tollé soulevé à la suite de l'augmentation drastique des offres data, ces dernières ont été convoquées par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste pour une réunion de mise au point présidée par la présidente du conseil d'administration. Malgré la fixation de ces tarifs planchers, qui sont de 2 francs CFA par SMS, 7,7 francs par minute de communication et 1000 francs CFA pour 1 giga pour les opérateurs non dominants. Donc les non dominants, il y a Move et Niger Telecom, et 2,3 francs CFA par SMS, 8,5 francs CFA par minute de communication et 1100 francs CFA pour les gigas pour les opérateurs dominants qui sont RTL et Zamani. L'ARCEP estime que cette décision ne doit pas constituer l'alibi par les opérateurs pour augmenter les tarifs. Il faut préciser que ces tarifs planchers concernent les volumes de communication réellement consommés, au lieu des volumes octroyés dont environ 20% restent non utilisés à l'expiration des forfaits, selon les statistiques des opérateurs. Ce qui donne une marge aux opérateurs pour baisser légèrement les tarifs ou, à défaut de maintenir les tarifs en vigueur, avant la mise en œuvre de la décision du 31 août 2022. Au sortir de cette réunion, les opérateurs de téléphonie mobile du Niger invoquent un déficit de communication. Tous les opérateurs étaient unanimes que c'était juste une question d'incompréhension d'une décision qui a été prise il y a 6 mois, depuis le mois d'août, pour revoir un petit peu les tarifs et faire un petit peu le ménage dans le marché des télécommunications pour permettre à tous d'avoir un meilleur service, un service de qualité et offrir les meilleurs tarifs les plus adaptés aux services que tous les opérateurs sont en train d'offrir et permettre aux opérateurs de pouvoir survivre et continuer à investir et offrir la meilleure qualité de service possible à travers le territoire national.
Pour rappel, c'est en août 2022 que l'ARCEP a décidé de mettre en place un tarif plancher en vue d'assurer le développement du secteur. En ce qui concerne les data, un plancher de 1000 francs CFA, toutes taxes confondues, pour les opérateurs non dominants et 1100 francs CFA pour les opérateurs dominants ont été fixés. C'est à la suite de cette décision qui est entrée en vigueur le 15 janvier 2023 que chacun des opérateurs a décidé de maintenir ou de réajuster ses tarifs. Une décision qui a été mal accueillie et qui s'avère être contraire à la déclaration du président de la République Bazoum Mohamed le 7 mai 2021 en face des opérateurs de téléphonie mobile du Niger, où il s'est donné comme objectif de garantir au peuple nigérien un accès à des services de télécommunication de qualité à un coût abordable. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Dans tous les cas, moi je dis c'est du cirque. C'est un cirque. Quand on dit, je ne sais pas quel est le journal qui dit qu'on s'en prend à l'ARCEP gratuitement. D'abord le mal injustement accusé. Non, mais non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Un organe qui est là pour la régulation. Quelle régulation cet organe-là est en train de faire? Parce que j'ai eu le sentiment que c'est juste... la régulation, c'est au niveau des compagnies de téléphonie. Mais on ne tient pas compte des intérêts des citoyens. Parce que non seulement la qualité est défectueuse, aujourd'hui, personne laisse à désirer. Jusqu'ici, on ne sait pas. Même dans l'ancienne formule, les tarifs, tu ne sais pas combien. Parce que tout simplement, on ne s'arrive pas à calculer les coûts parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils arrêtent de divertir les gens, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait le travail, ils ont laissé les compagnies parce que ça fait août 2022, n'est-ce pas? Et c'est en janvier, 15 janvier, que la décision entre en vigueur, n'est-ce pas? Et systématiquement, quand la décision, il a fallu que dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et tout, que les consommateurs se mettent à tirer à boulet rouge. C'est à ce moment que la ARCEP, parce que ça allait passer. S'il n'y avait pas eu cette traction-là, alors ils n'ont fait aucun travail de protection des citoyens, des consommateurs. Et moi, je ne vois pas leur utilité parce que les instruments de régulation doivent être là pour défendre aussi les intérêts des citoyens à la base. On n'a pas ce sentiment-là avec l'ARCEP. Parce que tout simplement, ils trouvent leur compte. Et quand on voit un peu comment ces instruments-là sont mis en place, c'est des instruments fourre-tout, parce qu'on ne sait pas combien ça génère, combien ils gagnent et tout. Ils sont là pour leurs propres intérêts, comme je dis, comme les politiciens aussi sont là pour leurs intérêts. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça va encore changer du jour au lendemain. On va se retrouver dans la même situation parce que les consommateurs sont à l'abandon. On a posé le problème de cherté de la vie. Tout le monde est restant ça. Quand je dis tout le monde, j'ai dit les citoyens à la base. Parce que eux qui sont en haut, ils ne savent pas combien coûte aujourd'hui le sac de riz. Non, ils ne sont pas concernés par la tarification. Les gros consommateurs ne sont pas concernés par les compagnies. Oui, c'est les 500 francs, 1000 francs. Voilà, c'est le petit peuple. Mais justement, je dis, mais c'est le petit peuple. Et quand on dit on va mettre la téléphonie en avant pour développer, et qu'on laisse faire des choses comme ça, et qu'il a fallu que les populations réagissent. Absolument, pour que, parce que la décision a été appliquée, ils ont commencé à appliquer. Mais alors, quelle solution ils ont apporté à ça? Ça dénote un peu du mépris qu'ils ont vis-à-vis du peuple, les citoyens à la base. On a vu comment, de manière unilatérale, ils ont augmenté le prix du gasoil, et qui a fait flamber tous les coûts sur le marché. On a vu comment ils ont laissé, on a un temps prétexté la pandémie du Covid pour dire ça pose des problèmes d'importation. Il n'y a aucune mesure qui a été prise pour soulager les citoyens. Les Nigériens sont à la limite laissés à eux-mêmes. Si tu peux, tu as les moyens, tu achètes, tu n'as pas. Imaginez même papier lotus qui passe de 100 francs à 150, s'il vous plaît. Et qu'il n'y ait personne qui sorte pour dire, moi souvent je demande, mais qu'est-ce qui justifie l'augmentation d'emblée de 50 francs? De plus de 50 francs, on ne va pas me dire c'est là. 50%. Alors tout le monde regarde et puis ça ne leur dit rien parce qu'ils ne sont pas impactés, ils ne sont pas touchés. Ils sont pris en charge intégralement. Le citoyen à la base, avec des salaires dérisoires qui n'ont pas connu de hausse depuis pratiquement sous le régime Tanja, c'est le même salaire, mais la vie a flambé d'une manière... Les tarifs de l'Internet ont été augmentés, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vu. Un des internautes qui officie quand même au cabinet du Premier ministre, donc on arrête de qui est très connu, il a écrit sur page, bon, celui qui veut n'a qu'à acheter, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Alors, donc les gens ne sont pas obligés d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone... un internaute très connu, parce qu'il est membre d'un cabinet,
Non, ces gens qui ont du mépris, parce que tu es membre du cabinet, ça ne t'impacte pas. Il y a combien de parents, même ses parents peut-être au village, aujourd'hui le téléphone n'est plus un luxe. Les gens au village communiquent avec le téléphone, tu n'as pas besoin de descendre à Niamey, voir ton père. Avant de venir, tu l'informes que tu es en train de venir. Ça, c'est déjà une grande utilité, n'est-ce pas? Maintenant, même le paysan qui arrive à mettre 100 francs, s'il va se retrouver à mettre, il faut 200 francs pour pouvoir communiquer. Imaginez ce que ça fait. On dit qu'on est là, on veut créer les conditions de développement économique du pays. Non, c'est moi, je dis... Et les gens ont le choix, généralement dans ce genre de situation, soit ils abandonnent le téléphone, Internet et tout, pour consacrer les maigres ressources aux besoins vitaux, ou alors diminuer dans ça pour pouvoir s'offrir des attaques. Ça, en fait, et là, le choix, quand on regarde tout ça, on se dit, mais est-ce que réellement ceux qui sont là, qui sont en train de vouloir, qui dirigent ce pays, est-ce qu'ils se soucient? Parce que vous dites que vous améliorez les conditions, mais en quoi les conditions de vie des Nigériens, les conditions se sont plutôt dégradées ces dernières années? Et peut-être c'est sur ça que ça interpelle. On a de plus en plus l'impression d'une absence d'empathie des dirigeants, des responsables, tous les niveaux, qui gèrent en tout cas les affaires de l'État, vis-à-vis de la situation des Nigériens d'en bas, dont le citoyen à la base, dont parle Ousseini. C'est un peu l'impression que les gens ont. Bien. Avant de répondre à cette question, je vais revenir sur ce que Ousseini a dit, enfin, ce que le journaliste a dit, parlant de l'ARCEP, il a dit qu'il n'est pas... ARCEP est injustement accusé. Injustement accusé. Mais je disais tout à l'heure que qui peut le plus fait le moins. Elle n'est peut-être pas concernée, mais on a vu que c'est elle qui a, d'un coup de baguette magique, réglé le problème. Ça veut dire qu'en principe, cette tarification ne peut pas être sortie du néant sans qu'elle soit informée. Ce n'est pas possible. Ils ont dû envoyer une lettre d'information commune, puisqu'ils ont une fichière, pour dire, voilà, à partir de temps, et ils n'ont pas eu d'objection. Ils n'ont pas eu une objection au niveau de la boîte, c'est pourquoi ils sont sortis. Mais je reviens encore, pour parler de manière générale, depuis le premier sujet jusqu'à celui de maintenant. Le feu Norbert Zongo, le journaliste personnel, j'avais travaillé avec lui. Il m'expliquait un jour la situation des pays africains, des Africains d'une manière générale. Et c'est ça que je lui ai donné comme exemple tout à l'heure, quand quelqu'un devient ministre, il dit hop, tout de suite, il a un bâtiment, c'est normal. Il dit qu'il a un ami qui était tout le temps ensemble, il a été nommé ministre. Ils étaient sur la P50. Le lendemain, il avait une grosse voiture roulante. Il s'est arrêté au feu rouge pour bavarder, mais là, au feu rouge, il ne peut pas bavarder avec lui puisque lui, il est dans un véhicule. Donc, et il a oublié ça, il n'a plus le P50. Son statut a commencé et les gens ont commencé à lui faire la cour. Les mêmes gens avec qui ils étaient, on dit non, il ne peut plus venir à Fada, comme on dit. Donc, c'est nous-mêmes qui propulsons, qui créons nos propres problèmes. C'est nous qui créons nos problèmes. Parce que dans le conscient des Africains, d'une manière générale, et des Nigériens en particulier, dès que quelqu'un a une posture supérieure, il faut être un laudateur, on ne doit pas le brusquer, il faut lui dire des bonnes choses. Bon, parce que, or, ça ne fait pas grandir une nation, et ça ne fait même pas grandir l'individu lui-même. Parce que, comme disent les Grecs du moins, à l'époque, quand quelqu'un a un poste ou de président ou de ministre, il y a quelqu'un qui est délégué spécialement pour le rappeler qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'un humain. Et qui restera toujours un humain parce que c'est un poste, c'est pas un héritage, d'un jour ou l'autre il va revenir. Or, nous ici, c'est cette notion qu'on n'a pas. Parce que chacun, on est devenus pratiquement tous des clochards, entre griffes. Dès que quelqu'un est nommé, bon, on a tendance à aller... Au Burkina, par exemple, les gens ne félicitent pas. Quand tu es nommé, on ne te félicite pas. On te souhaite du courage. C'est quand tu quittes qu'on te félicite en ce moment, parce que tu as bien quitté, tu as bien travaillé. Mais ici, c'est des félicitations, on vient avec des poulets du village pour te féliciter. Naturellement, quelqu'un qui vient te féliciter avec des poulets, il faut que tu trouves quelque chose. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça commence. On crée un chef de cabinet qui a de l'argent chaque jour, il y a des gens qui vont venir. Bon, ça, il faut que vraiment, d'une manière ou d'une autre, il faut que les gens se disent non, c'est un mandat que j'ai, c'est mon salaire plus quelques avantages qui ne font pas de moi un riche au point d'être... Mais si vous ne le faites pas, vous êtes même un paria. On dit non, il ne donne pas. Oui, docteur Bonti. Moi, je pense que pour essayer au niveau de la téléphonie
au niveau de ce prix-là, c'est carrément de la foutaise. Le monsieur qui parle là, je ne sais pas s'il est tunisien ou marocain, est-ce que dans son pays, il aurait pu faire ça? Hein? Et puis vous voyez, dire que la SERV est innocente, la SERV parle de compagnie dominante. Pourquoi? Quel est le moyen, ou quels sont les moyens dont elle dispose pour connaître les chiffres d'affaires de ces gens? Il paraît qu'ils rapatrient tout chez eux. Tout. Chaque semaine ou chaque mois ou même chaque jour. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons, un opérateur nigérien peut aller s'installer en Inde et faire ce que bon lui semble? Est-ce qu'il peut aller en Chine faire ça là? Du jour au lendemain, simplement parce que vous considérez que vous êtes dans une... Et comment ces gens-là sont arrivés à cette position dominante? Par la corruption. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons liquidé notre compagnie mère, Sonitel d'abord, en plus maintenant Niger Telecom. Et puis maintenant, la mauvaise gouvernance aidant, la compagnie est... Les Chinois ont hérité de ça. Ils ont fait marcher. Mais quand ils se sont rendus compte qu'on allait leur retirer le marché, ils sont partis avec le matériel. Ils avaient le matériel. Ils avaient le matériel. Donc en réalité, moi je me dis que c'est parce que nous manquons de patriotisme. Bouti, sans t'interrompre, c'est le seul pays de la sous-région qui n'a pas une compagnie nationale leader. C'est le seul pays. Parti au Burkina, au Bénin, au Togo, partout. Au Mali. C'est la compagnie nationale qui est la compagnie leader. C'est pas RTL ou Orange, non. C'est la compagnie nationale d'abord. Ici, nous, j'ai vu des ministres quand on a tenté, quand le Premier ministre de l'époque, Brigitte Raffini, a tenté de booster la compagnie. On a visité cette compagnie. Au prochain conseil de cabinet, le DG Laoli a amené des téléphones pour tous les ministres. Il y en a qui ont jeté pour dire que non, ça ne marche pas. Mais comment ça va marcher si vous n'utilisez pas? Il faut qu'il y ait des clients pour que les gens, la société investisse. Il faut qu'elle engage des clients, mais les gens ne veulent pas. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que l'État lui-même ne considère pas la téléphonie comme stratégique. Il faut faire extrêmement attention. Les Chinois aujourd'hui, je crois que dans certains États américains, ils ne vendent plus leurs appareils. Parce qu'on dit non, ils peuvent mettre des trucs espions et ça touche à la sécurité nationale. Absolument. Non, moi je me dis que l'État doit prendre ça là. Moi, la SERV et autres là, d'abord c'est des postes créés pour enrichir les gens. C'est le ministre de la Communication qui doit prendre les devants. Parce que c'est lui qui est le responsable au niveau du gouvernement de ce secteur-là. Moi, je pense que ça... Non, c'est pas le ministère de la Communication, c'est le ministère... Il y a la télécommunication. Télécommunication et puis numérique, là. Donc, c'est à lui de prendre ça en charge. Il faudrait que les gens nous prennent au sérieux. Moi, je me dis sincèrement, on ne peut pas continuer à se laisser piétiner par des étrangers. Je n'ai rien à voir. Je ne suis pas xénophobe. Les gens peuvent venir dans les règles de l'art chercher de l'argent, rapatrier, mais pas nous imposer. Regardez, les étudiants et les élèves sont sortis. Ils allaient créer quoi? Ils allaient brûler des milliards et des milliards de trucs, simplement pour faire plaisir à des étudiants. Bon, même si après l'enseignement, on s'est rendu compte qu'en grande partie, ce n'est pas lié à l'augmentation du tarif. Bon, en tout cas, ils sont sortis. C'est un problème interne. Non, après ça, il y a eu deux sorties. Entre les deux syndicats. Non, il y a eu deux sorties. Oui. Il y a eu deux sorties. Celui des... Voilà. Enfin, le non, CD... sincèrement, moi, je me dis qu'il faut... Celui des lycées et collèges, là. Cette histoire de Niger Telecom, là, je pense qu'il faut la renflouer et puis demain chercher des compétences. Ceux qui ne sont pas capables de gérer l'entreprise ou de la faire prospérer, je pense qu'il faut... Regardez, elle est devenue elle-même une vache à lait. Celui qui arrive, qui est DG, il va dans sa région, il investit dans des écoles, dans des bandes d'écoles. Non, je pense quand même que l'État, quand ce genre de choses arrivent, l'État doit dire non, il faut arrêter. C'est de l'argent public, hein, c'est pas de l'argent privé. Donc moi je me dis que ça c'est... Et puis regardez, ces compagnies-là, quand elles sont arrivées, elles se sont mises à squatter avec le matériel d'abord de Sonitel. Mais tout le monde, même aujourd'hui. Oui, même squatter avec le matériel de Sonitel. Et surtout que dans certaines régions aujourd'hui, la plupart des antennes là sont en train d'être détruites par les terroristes. Donc je me dis qu'on peut quand même faire en sorte que la Sonitel puisse reprendre son rôle leader. Mais en quoi faisant? En la renflouant et en mettant les compétences. Mais sincèrement que des gens sortent de chez eux pour venir nous imposer. Est-ce que l'ARCEP fasse son travail? Parce que c'est la Sonitel qui donne le signal. Non, je veux dire, on a... En fait, c'est des télécentres, les compagnies là. L'agence de régulation a une mission. La mission, parce que j'ai eu le sentiment, dans le cadre de cette crise, j'ai eu le sentiment que cette agence est là pour créer les conditions de développement de ces compagnies-là, sans tenir compte alors que dans ces missions, il y a aussi la clientèle, n'est-ce pas?
Ça veut dire qu'on privilégie l'agriculteur. C'est l'entreprise de l'eau qui est décédée là qui devrait donner le matériel. Mais alors, depuis on a fermé les jeux, ça continue comme ça parce que eux, quel que soit le coût, ils peuvent supporter. Et les citoyens à la base. Absolument. Le journal Le Monde d'aujourd'hui a titré Implosion sociale. Le régime crée progressivement les conditions. Implosion sociale. Le régime crée lui-même progressivement les conditions, dit le journal. Et puis cette absence d'empathie dirigeant a été matérialisée par un respect au-delà du monde urbain ou des villes, etc. Mais le monde rural aussi, et c'est l'enquêteur qui en parle. Clôture prématurée du projet Pimalan, mécontent, les producteurs sollicitent l'intervention du président Bazoum. Clôture prématurée du projet Pimalan, mécontent, les producteurs sollicitent l'intervention du président Bazoum. Il semble que c'est un projet qui devrait durer quelques années, 5 ou 6, qui est sur le point d'être fermé. Et les producteurs ruraux ont élevé la voix pour dénoncer cet état de fait. Je propose de suivre dans la déclaration donc, de ces producteurs ruraux avec Bonferré Télévision. Mise en œuvre au Niger pour une période de 6 ans et financée par la Banque mondiale à hauteur de 134,9 millions de dollars US, le projet intégré de modernisation de l'agriculture et de l'élevage Pimalan a pour objectif d'augmenter la productivité agricole et l'accès au marché par les petits et moyens exploitants agricoles et éleveurs. Un projet censé arriver à terme en décembre 2026. Nonobstant ce délai, les bénéficiaires du projet apprennent avec surprise à travers les réseaux sociaux la décision de clôture prématurée du projet, d'où le cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Considérant que cette décision de clôture ne se base que sur l'aide-mémoire de la mission à mi-parcours sans concertation préalable des acteurs clés et des résultats du projet sur le terrain, considérant en outre que cette clôture prématurée du projet n'a en aucun moment fait l'objet d'échanges durant la mission, considérant les espoirs suscités après seulement 2 ans de mise en œuvre du projet, par conséquent, cette clôture prématurée et unilatérale n'a pas pris en compte les préoccupations, les intérêts réels et les enjeux majeurs pour les populations bénéficiaires que nous sommes. Au regard de tout ce qui précède, et considérant l'importance qu'accorde le programme de résilience Acte 3 au développement du monde rural et de la lutte contre la pauvreté à la base, nous, producteurs et acteurs du monde rural, sollicitons l'intervention de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de faire annuler la lettre de clôture prématurée du Pimalan afin de permettre la poursuite normale des activités du projet au profit des populations bénéficiaires que nous sommes. Mise en œuvre avec pour objectif d'accompagner les producteurs à moderniser leurs activités d'agriculture, d'élevage et de pisciculture, ces derniers ont bénéficié des appuis et des réalisations du projet depuis 2 ans, et cela dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé animale, nous avions bénéficié d'appuis aux campagnes gratuites de vaccination, de renforcement de capacités et d'amélioration de la productivité de notre cheptel sur l'ensemble du territoire. Dans le domaine du financement des chaînes de valeur agricoles, pastorales et piscicoles, nous sommes plus de 600 entreprises agricoles financées par le projet. Dans le domaine du développement de l'économie locale, nous avions bénéficié des activités de renforcement de nos capacités de résilience, de lutte contre la pauvreté. Au vu des résultats obtenus dans la mise en œuvre du Pimalan et son rôle qu'il joue dans le développement de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture au Niger, la clôture de cet ambitieux projet n'est pas sans conséquence sur la pérennisation de ces secteurs vitaux dans le développement économique et social du pays. Le gouvernement et ses partenaires doivent donc revoir la situation afin de donner l'opportunité au monde rural de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition dans notre pays.
mise en œuvre au Niger pour une... Le gouvernement, à travers le ministre du Plan, qui a décidé que ce projet doit fermer et puis reverser le reste du machin dans le paquet IDA ou FIDA, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est vous qui avez, quand j'ai lu, c'est vous qui avez parlé un peu de ça au CENI. En fait, de quoi il s'agit? Ce dont il s'agit, voilà un projet qui a été mis en place avec le concours de la Banque mondiale pour un montant, je crois, d'environ 134 millions comment avait-je dit, 134 millions de dollars, donc 34 millions de dons, quoi, n'est-ce pas? Crédit 100 millions et 34. Voilà, le projet a commencé à être exécuté sur 2 ans. Le projet est un peu partout, en tout cas dans plusieurs régions du pays. Et ce projet a permis de faire bénéficier à des producteurs ruraux, les 3 secteurs d'activité, comment dirais-je, soulignés dans l'élément, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, mais également la pisciculture. Et c'est des financements directs avec suivi. Au bout de 2 ans, le gouvernement décide de mettre fin, d'arrêter les activités au motif qu'il n'y a pas eu de résultat. Quand les paysans sont sortis, ils ont dit c'est faux. Il y a des résultats qui sont là. Mais j'ai compris une chose dans la démarche, c'est que certainement que l'argent qui est là, ça va directement à les conditionnalités. C'est directement, il faut aller appuyer les paysans. Ce n'est pas la bureaucratie qui va gérer ça. Et il y a des gens certainement qui ne retrouvent pas leur compte dedans. Et c'est ça peut-être qui a suscité la décision de fermeture pour qu'on reverse l'argent. Alors que c'est, d'après les paysans, en tout cas, tout le monde est satisfait de la mise en œuvre sur les 2 ans là. Et ça devait continuer jusqu'à pratiquement 2025. Ou 2025, il fallait l'arrêter net pour reverser le reliquat. Donc on corrige, Boubacar dans son élément a dit à 2026. Voilà. C'est 2025 au lieu de 2026. Voilà un peu grosso modo de manière résumée, voilà comment moi je perçois la chose, c'est-à-dire que c'est une décision unilatérale, c'est pas la Banque mondiale qui a décidé, c'est le ministre du Plan qui a écrit. Ici, mais il semble sur la base d'un aide-mémoire, non, de la chargée de projet. Voilà. Hein. Une évaluation à mi-parcours, et quand l'évaluation a été, il n'a jamais été question de fermeture du projet. Il n'a jamais été question. Voilà que le ministre des Plans décide que, voilà, il écrit pour dire à la représentation résidente de la Banque mondiale que bon, le projet, il n'y a pas de résultat, il faut fermer, il faut clôturer prématurément et puis reverser l'argent dans le fonds IDA qui devait servir en tout cas au Niger. Alors, oui, très bien. Où on aide les populations à la base, où on veut gérer l'argent à sa façon, à sa guise. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Ça remet sur la table ce manque d'empathie envers les citoyens à la base. C'est un projet qui profite aux producteurs ruraux à la base directement. Et bon, si le bailleur lui-même ne dit pas de fermer parce qu'il n'y a pas de résultat, et tout, c'est pas nous qui bénéficions de ce projet qui allons prendre les devants pour prendre une telle décision. Assez grave quand même. Sur 6 ans, fermé à partir de 2 ans, c'est quand même assez interpellateur. Tradam, vous n'êtes pas encore... oui, vous savez, d'abord, je ne connais pas l'existence de ce projet-là, mais je suis surpris par la tournure que prennent les choses. Normalement, un projet, c'est 5-6 ans. Maintenant, le déblocage des crédits, je suis quand même surpris que ce déblocage-là soit rapide. Parce que, j'ai assisté à des réunions où justement on reproche aux Nigériens de ne pas faire appel en fait, de traîner les pieds pour faire des appels de fonds, dans le cas des projets. Et deuxième reproche qu'on faisait aux Nigériens, c'est que la tête du projet change en fonction des humeurs politiques. Et voilà. Donc je suis quand même surpris. Rien ne justifie qu'un projet de développement, en tout cas, ferme au bout de 2 ans. Même s'il y a une évaluation à mi-parcours, normalement, l'évaluation va faire des recommandations s'il y a une sorte de déviation. Il va dire, bon, écoutez, il faut remettre mais il faut que le projet aille jusqu'à la fin, parce que c'est de l'argent que l'État du Niger est appelé à rembourser, qu'il le veut ou qu'il ne le veut pas. Il y a les 100 millions qui sous forme de crédit. On ne rembourse pas les 34 millions, mais les 100 millions vont être remboursés avec aussi un bénéfice de la Banque mondiale. Je suis surpris que le ministre du Plan ait agi de la sorte, lui qui d'ailleurs, lors du dernier PDS, disait que les Nigériens ne consommaient pas suffisamment les crédits qui leur sont... Je suis surpris. Moi, je suis surpris parce que
je pense que le Niger mérite mieux que ce genre de trucs. Vraiment, objectivement, un projet ne peut pas fermer au bout de 2 ans. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Au bout de 2 ans, non. On peut corriger au bout de 2 ans, mais vraiment fermer carrément, dire qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a eu... Et surtout dans un secteur comme ça, oui, le secteur de l'agriculture, où le président lui-même dit s'activer pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Je suis quand même surpris. Moi, je suis surpris. Et c'est un secteur où, peut-être au bout de 2 ans, on ne voit pas forcément les résultats. Les résultats sont peut-être probants. Au bout de 3, 4, 5 ans. Des manguiers et autres, là, il va falloir attendre 3 ans. Oui, au moins. Maintenant, ceux qui sont dans la pisciculture, en fonction des aléas, ça peut donner au bout d'1 an. Mais sincèrement, fermer un projet, moi c'est la première fois que je vois ça. Mais en tout cas, moi dans ma petite existence, elle n'est pas aussi courte que ça. Hein. Vraiment, je n'ai pas vu un projet qui a fermé au bout de 2 ans. Moi, clôture prématurée. En tout cas, c'est le titre que la commissaire a dit. Clôture prématurée du projet. Oui. J'étais en train de lire rapidement un document là, irrélatif. Mais il y a déjà un indicateur qui prouve que le projet marche bien. Le ministre n'est pas apparemment informé. Parce qu'un projet qui, au bout de 2 ans, a 41% de taux d'exécution, de décaissement, ça veut dire que c'est vraiment un record. En 2 ans, ils ont décaissé déjà 41% de l'enveloppe globale sur les 5 ans. Donc ça veut dire que quelque part, ça marche. Et je me demande, comme vous avez dit, comment le ministre va... puisque logiquement, c'est le barre de fonds premier qui doit être en mesure d'attirer l'attention du ministère pour dire, et même dans ce cas, on ne ferme pas, on réajuste. Le banquier, la Banque mondiale devait dire au ministre du plan, voilà. Mais c'est lui-même qui écrit pour dire de fermer et de réorienter. Bon, donc, dans un pays où on parle de bonne gouvernance, ça... C'est dommage que le document, il est en PDF, je ne suis pas arrivé à le lire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Mais je retiens que quand un projet, je connais beaucoup de projets de la Banque mondiale qui ont des taux de décaissement assez lourds parfois, assez lents, parce que les coordinateurs ne sont pas très perspicaces. Mais quand vous avez un coordinateur qui arrive à vous sortir 41% en 2 ans, moi je crois que il est à féliciter. C'est une prouesse vraiment honorable. Et la réaction des producteurs, vous commentez ça comment? Mais c'est non, parce que je te dis que j'ai un truc, mais c'est un PDF. Ici, c'est bien séquencé ce qu'ils ont décaissé par région, par personne, même si il y a des taux, Difa, Tawa, Tilaberi. Il y a une transparence. En tout cas, c'est un tableau vraiment bien nettoyé, le nombre de personnes qu'ils utilisent. Mais on ne peut pas parler. En tout cas, je ne sais pas sur quoi le ministre s'est appuyé. S'il n'a pas reçu un tel rapport, mais en tout cas, au vu de ce rapport, on ne peut pas faire un projet comme ça. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la décision du ministre? Est-ce que le ministre peut revenir sur sa décision? On peut le faire revenir, c'est le ministre, on peut le faire revenir sur la décision. C'est pas la Banque mondiale elle-même qui prend la décision. Je pense que le président ou le premier ministre peut intimer au ministre. Parce que logiquement, même sa lettre, elle ne devait pas partir de lui seul. Normalement. Moi, je n'ai pas vu la lettre, mais normalement, la lettre, elle va transiter par le cabinet du premier, c'est un projet. C'est vrai qu'il est le coordonnateur de la Banque mondiale, le coordonnateur pays de la Banque mondiale, mais il ne peut pas décider comme ça, c'est un projet national. Normalement, il devait faire une communication en conseil des cabinets, qu'en conseil des cabinets par rapport à ce projet, parce que c'est un gros projet des affaires étrangères pour savoir comment il faut faire. Et les ministres concernés, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage, ils ne sont pas au courant. Bon, moi, je n'ai pas vu la lettre, si elle a fait ampliation à tous au cabinet du premier ministre ou pas, mais en tout cas, au vu de ce que moi j'ai comme document ici, c'est un projet qui est à saluer. Parce que quand vous avez il ne peut pas prendre de décision de manière unilatérale à partir du moment où ce ne sont pas des fonds privés. C'est un crédit qui engage l'État du Niger. Je me dis que quand vous voulez clôturer de manière prématurée, il faut d'abord justifier en conseil des ministres, expliquer au président de la République, au premier ministre, pourquoi on ferme. Mais on ne prend pas comme ça, soit une décision... Et puis c'est que l'affectation à un autre fonds, ça ne se fait pas comme ça. La Banque mondiale ne peut pas le faire parce que chaque fonds a son critère de fonctionnement. On ne peut pas parce que tu as décidé de fermer, on va remettre ça sur le lettre. C'est l'instruction qu'il a donné. En tout cas, il dit que l'État doit être reversé dans le fonds l'IDA destiné au Niger. Mais alors, on ne sait pas, vous ne pouvez pas, tout ministre que vous soyez, vous ne pouvez pas quand même décider. Alors, la contradiction est là, les producteurs ont tenu à apporter la contradiction. Ils ont dit que ça ne marche pas.
Et ils sont qui disent ça marche. Et nous sommes contents. Mais est-ce qu'il est mieux placé que les bénéficiaires? Alors, ça pose un problème. Ça dit, lui, on reste toujours dans le même système qui a prévalu, c'est-à-dire que la décision doit venir d'en haut. Alors que normalement, les initiatives doivent venir d'en bas, si on veut développer. Et voilà les paysans qui disent, ils sont d'accord, c'est bien, ça marche, tout le monde est content. Voilà le ministre qui dit non, sur la base d'une évaluation à mi-parcours. On corrige, on rectifie le tir quand on fait une évaluation. À l'issue de l'évaluation, il n'a jamais été question de fermeture. Ça veut dire qu'elle est responsable du projet, je veux dire le chargé ou la chargée de projet, et puis le ministre eux-mêmes n'ont pas pu vérifier sur le terrain. Mais non, ils n'ont même pas été mis au courant. Ils ont appris comme tout le monde, en tout cas d'après la déclaration, ils ont appris comme tout le monde. En tout cas, moi j'ai dit une chose, si le ministre a eu ce document-là, que j'ai là, il ne peut pas prendre cette décision. C'est pas possible. Non, plus ce qu'on a vu à la télé. Si ces gens-là sont sortis pour dire que non, le projet ne marche pas, on est en train de nous escroquer, machin, on peut dire, bon, pour sécuriser les fonds, mais quand même, les bénéficiaires eux-mêmes. Mais si vous voyez les apports personnels que les gens ont fait, c'est énorme. énorme. Merci, Ousseini Issa, merci Traoré Daouda, merci Dr Amadou Bounti Diallo. Merci mesdames et messieurs d'avoir été de notre presse plus de cette semaine. Excellente suite des programmes, excellente suite des programmes sur la télévision Bonferré. À la semaine prochaine, Inch'Allah, au revoir.